France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce mardi 4 février, mouvement social, avocat dans la rue, chef de service hospitalier qui démissionne, lycéens bloquant leurs établissements, tous les secteurs semblent touchés par une vague de contestation. Pensez-vous que la réforme des retraites passera en force ? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Pour en parler avec nous, Soraya Rachidi et Rudy Kazi qui seront avec nous dans un instant. Le zapping, le meilleur ou le pire de la télé ou de la radio. Municipal 2020 du côté de Colombes pour recevoir aujourd'hui Nadia Frontini, tête de liste de Colombes Ambition, à découvrir tout à l'heure. Et sans oublier le quiz spécial actu à la fin de cette émission. C'est parti pour le LGF. Je vous en souhaite la bienvenue en ce mardi 4 février sur France Maghreb 2. Bon, Soraya Rachidi, vous savez où elle est ? Elle est au téléphone. Elle arrive. Je ne sais pas avec qui, mais elle est au téléphone. Voilà, sachez-le. Elle arrive, bien entendu, dans quelques minutes. Bon, on fera un petit tour par Colombes, une ville que vous connaissez tous, bien sûr, tout à l'heure, pour y découvrir une candidate à cette élection municipale qui approche à grands pas, en vous rappelant très utilement que vous avez jusque vendredi pour vous inscrire sur les listes électorales. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Quoi qu'il en soit, on a un bon petit zapping aussi avec un menu bien sympathique. Bon appétit par avance. On aura du Mila, du Finkielkraut, du Julien Audoul et du Edoui Plenel. Tout un programme, les amis. Franchement, ça donne envie. Vos appels, évidemment, 01 40 33 9000 pour nous appeler n'importe quel moment dans cette émission, puisque vous avez, bien entendu, ici, bien plus qu'ailleurs, la parole est en toute liberté. C'est important de le rappeler. La question du jour est le sujet à la une. On vous le rappelle. Mouvement social, avocat dans la rue, chef de service hospitalier qui démissionne. Lycéens bloquant leurs établissements, tous les secteurs semblent touchés par une vague de contestation. Pensez-vous que la retraite passera en force comme on a pu l'entendre et comme le gouvernement peut-être l'envisage ? Si on y rajoute les éboueurs aussi qui sont les centres de déchets qui sont en grève. D'ailleurs, on voit que les habitants de Paris commencent à pousser un gros coup de colère étant donné que les déchets s'entassent. Je sais pas si tu as vu ça, Rudy, à Paris. Ouais. C'est à cause du blocage. De 3 usines, 3 qui sont bloqués. Ouais. Donc effectivement, ça commence à devenir un petit peu embêtant. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'avec tous ces blocages, toujours en lien et en rapport avec la réforme des retraites, bien sûr, qui va d'ailleurs démarrer à l'Assemblée nationale, ces 21 000 amendements qui ont été déposés par la France Insoumise, entre autres par la France Insoumise. Donc ça va être ça va prendre du temps tout ça. Quoi qu'il en soit, est-ce que on peut, au vu de ce que l'on voit, de ce que l'on pressent, Rudy, est-ce qu'on peut percevoir que cette réforme passera coûte que coûte ? Écoute, d'ailleurs, d'abord, je voudrais apporter une toute petite précision. En fait, c'est pas 21 000 amendements par la France Insoumise. En fait, c'est 22 000. Ouais, et c'est 19 000 effectivement pour la France Insoumise. Alors après, pour répondre à ta question. C'est pour ça que le mot entre autres est important. Oui, voilà. Voilà. Merci Rudy d'avoir fait cette précision. Il n'y a pas de quoi, toujours là pour te rendre service, mon ami. J'imagine. Ouais, donc après, pour ce qui est de répondre à la question, de toute façon, alors comment dire, le passage en force du gouvernement est envisagée pas uniquement par la menace du 49.3 qui plane effectivement, mais elle est aussi envisagée parce que déjà depuis le début pas le début mais au moins le milieu, notamment après les vœux du président, au plus fort effectivement de la mobilisation en termes de grève nationale, c'est à ce moment-là effectivement qu'Édouard Philippe et le gouvernement de façon générale avaient commencé à se rapprocher un peu plus des syndicats pour commencer à travailler sur des pistes de réflexion et de solutions convergentes, ce à quoi Édouard Philippe avait répondu sur un certain nombre de mesures. Il y a une sorte de Grenelle qui doivent être mise en place pour travailler sur le financement et aussi une sorte d'audit pour trouver des points de convergence, etc., des améliorations sur le fond de la loi. Il avait très bien dit que si jamais il ne trouvait pas d'accord, il passerait en force. En gros, il procéderait par amendement. Le fameux 49.3. Ouais. Mais avant le 49.3, il y a déjà aussi tout ce qui est gouvernance administrative par amendement qui se dessine en Conseil des ministres, etc. Le 49.3, effectivement, c'est encore un autre dispositif plus propre au Parlement. Manu. Et ça nous rappelle effectivement l'épisode de Manuel Valls. Donc maintenant, tout ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Le simple fait que le 49.3 soit évoqué, c'est quand même intéressant. C'est pas quelque chose qui sort du petit chapeau de la presse des médias mainstream. En quoi c'est intéressant, Rudy ?
Ben en fait, tout simplement parce qu'on a l'impression qu'il y a un testing qui est fait de la part du gouvernement pour voir comment est-ce que l'opinion publique et dans les médias, les gens vont réagir à la possible menace du 49.3. Ouais. Rien que le fait qu'il y ait ce testing et qu'on l'évoque et qu'en plus ce soit pas totalement démenti par les responsables politiques de la France insoumise, de la République en marche, gouvernement et majorité parlementaire, c'est interloquant quand même. C'est interloquant. C'est se demander s'ils n'ont pas pris les leçons, notamment de ce qui s'est passé sous François Hollande avec le 49.3, comment est-ce que ça avait désolidarisé la gauche à l'époque, tout en sachant que parmi les gens et les cadres de la République en marche, il y a des anciens du Parti socialiste. Oui, c'est vraiment inspirateur. De toute façon, la République en marche, il y a tout. C'est vraiment étonnant. Donc maintenant, ce qu'on peut se dire par rapport sur le plan idéologique ou sur le plan de la pensée au sujet du 49.3 et donc d'une possibilité de passer en force, ben encore une fois, c'est outrager en fait la démocratie, parce que il y a la démocratie électorale. Donc effectivement, on a voté pour un président qui a un projet et qui le met en place. Sauf que cette réforme, si elle faisait partie du projet d'Emmanuel Macron, elle ne se dessinait pas dans ces termes, avec la retraite par points, etc. C'était pas du tout ce à quoi les gens avaient été, enfin les Français avaient été informés au départ. Donc ça veut dire que là, on est en train de foncer sur un projet de loi qui ne plaît pas. Et au niveau même d'ailleurs des parlementaires, il y a des parlementaires de la République en marche qui ne sont pas forcément d'accord sur le fond de cette réforme. Si on rajoute à ça la contestation dans les rues, comment les syndicats ont bloqué jusqu'à même la CFDT proche de la République en marche à un moment donné, enfin proche de la République en marche mais réputée proche, on va dire, du pouvoir à un moment donné, était prête à dire non, plus les sondages qui récemment donnent 61% de Français qui voudraient que la réforme soit retirée, on se dit que passer au travers du 49.3 au-delà du... Rudy, pardon, mais quand on voit des sondages... Phrase, pour moi, en fait, c'est du passage en force qui est un déni de démocratie aussi. Et ça, c'est vraiment... Mais c'est un déni de démocratie, ce que tu fais là, mon ami. Ah, ça y est, oui, non mais attendez, monsieur Rudy Kazi. Bah, tu me dis que 61% des gens sont et voudraient que la réforme ne passe pas. En même temps, ils sont pas extrêmement nombreux quand même quand tu regardes les chiffres. Qui ça les sondait? Bah dans les rues, je sais pas, moi en action. Je veux dire, il y a pas mal de secteurs qui sont effectivement bloqués, mais dans l'ensemble ça va quoi. Ah, tu veux dire aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Au tenté. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut regarder. Quand on analyse, après, pardon, je veux pas faire de leçon, mais quand on analyse en fait des mouvements sociaux, on regarde en fait non seulement en fait le pic d'affluence aux manifestations, et on regarde la durée de la manifestation, et on regarde ensuite l'opinion reçue dans l'opinion publique reçue en fonction donc du mouvement. Bon, la question jusqu'à aujourd'hui, les Français soutiennent le mouvement. Jusqu'à aujourd'hui. La question reste posée en tout cas, et votre avis nous intéresse. Vous êtes 83% à dire que oui. Sur Facebook, ça passera sur France Maghreb 2. Et mais alors à l'inverse, juste une petite phrase, pardon. Je termine. Non mais c'est important, je veux dire. Sur Twitter, vous êtes 52% à dire non, que ça passera pas. À dire oui, pardon, que ça passera en force. Donc toute petite majorité sur Twitter, un peu plus importante sur Facebook. 01 40 33 9000. Soraya a fini son coup de fil. Bonjour Soraya. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Bah écoute, oui, avec ce sourire magnifique, on peut caler, ma chère Soraya. Oui. Bon, alors, on parle de la réforme des retraites, qui est en cours d'examen au Parlement. À l'Assemblée nationale, avec, on le disait tout à l'heure, 22 000 amendements déposés, dont 19 000 de la France insoumise. Au moins, les mecs, ils chôment pas. Ils sont pas payés à rien faire. Et ça, c'est bien. Ils assument ouvertement qu'ils ils l'ont fait pour casser les pieds en marche. Ça, c'est clair. Voilà. Est-ce que pour autant, et d'après tous les secteurs que l'on a énumérés qui sont bloqués, entre les hôpitaux, entre les lycéens, entre les avocats, les usines de déchets là sur Paris, ça devient une ville poubelle maintenant Paris. Est-ce que pour autant qu'il y a déjà. Oui, il paraît qu'à Marseille il y en a pas mal. Au moins ils nettoient un peu plus les rues. Est-ce que pour autant cette réforme des retraites, Soraya, pour toi, selon la volonté du gouvernement, passera en force? En tout cas, si elle passe, c'est qu'en force, parce que quand on voit qui est d'accord avec cette réforme, à part le gouvernement et encore, même eux. J'ai entendu dire que à l'Assemblée nationale, ils ne se défendaient même pas eux-mêmes en fait. Ils fuyaient un peu le sujet. Donc on voit. Donc il y a. Oui, parce que t'as une aile gauche en fait qui est plutôt réfractaire au projet de loi, mais
ça n'en fait pas pour le moment des frondeurs parce qu'ils restent encore un peu soumis, on va dire, à l'autorité. Non, mais alors, en matière de soumission, les députés En Marche, pardonnez-moi, mais ils ont donné un bel exemple avec l'histoire du deuil oui. De 5 à 12 jours. Ils ont obéi au doigt et à l'œil. Mais vous avez entendu l'excuse qui a été sortie? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, on a refusé ça parce qu'on voulait donner plus de jours. Ça va jusqu'à 1 mois. Ouais, c'est incroyable. On a refusé les 12 jours parce que... Au moins, ils sont bien disciplinés. Hein, c'est une réponse totalement idiote. Absurde, et tout ça, ça montre quoi? C'est très maladroit. On a l'impression pas de vivre dans un pays autocratique. On va pas aller jusque là, mais c'est vrai que cette capacité d'avoir tué tous les partis quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, en fait ça pourrait faire d'avoir des gens qui n'agissent que par reconnaissance d'être parvenus à la députation, et il y a pas suffisamment de partis en face pour agir comme contre-pouvoir et surtout pour aider ces députés à travailler leur fond. Soraya. Oui. Alors donc pour finir ton propos. Oui. Pour rebondir sur ce que disait Rudy, j'ai l'impression que ce gouvernement se dit démocratique qu'une fois tous les 5 ans. C'est-à-dire que par le prétexte qu'on a voté, quand je dis on, donc j'inclus la France, que les Français ont voté pour eux, ça leur donne le droit pendant 5 ans, jour après jour, d'être autoritaire en fait. Alors que non, la démocratie, c'est tous les jours. C'est-à-dire que si à un moment donné, on voit que le peuple, on voit que les avocats, les étudiants, les retraités, les éboueurs, les médecins, les infirmiers, les profs, les ouvriers, les pompiers, les cheminots, les danseuses ne sont pas d'accord, à un moment donné, il faut se poser des questions que même si, je vais jusqu'au bout, même si c'est une loi juste, si personne n'est d'accord, à un moment donné, il faut pas forcer. Oui, mais en même temps, Emmanuel Macron, il avait prévenu. Moi, je suis désolé quand j'entends ça. Emmanuel Macron, il avait prévenu. Il a dit, voilà, moi, je suis là pour réformer. Ok, il a annoncé pendant la campagne ce qu'il allait faire. Bon, il a pas fait tout à fait ce qu'il allait. Il n'avait pas annoncé que la réforme, effectivement, ce serait celle-ci. Merci Rudy, tu m'as sauvé parce que là, je me suis embrouillé tout ça. Et en plus, ce projet de réforme, il est arrivé petit à petit, notamment au travers des discussions qu'il y a eu avec le président, directeur général de BlackRock France, qui a participé activement à l'élaboration de ce projet de loi, qui est d'autant plus un projet de ce PDG à l'époque où il était dans le gouvernement. Je crois de Raffarin, je crois, où il avait déjà la pensée de cette retraite par capitalisation. Et récemment, il a été décoré d'une médaille, je sais plus trop laquelle. Oui, mais c'est dire. Donc entre je vais réformer et ensuite balancer ce type de réforme, malheureusement, il y a de la poudre aux yeux. Désolé de le dire. Mais vous avez vu aussi ce qui s'est passé autour de l'étude d'impact? Qu'est-ce qui s'est passé autour de l'étude d'impact? L'étude d'impact, c'est quelque chose qui est obligatoire par le gouvernement. C'est quoi d'abord l'étude d'impact? L'étude d'impact de cette loi en fait. Quel impact elle aura, si je peux grossir le trait. Oui, grossis, vas-y, je t'en prie. Qui a été soumis du coup aux parlementaires. Ouais. Et en fait, cet impact est truqué. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que les chiffres sont mauvais, c'est-à-dire que en fait, il y en a qui utilisent le mot truqué, il y en a qui utilisent le mot insuffisant. Voilà. Ah oui. Donc même à ce niveau-là, ils sont pas clairs et c'est à se poser la question. Donc s'ils sont pas clairs maintenant, qu'en était-il à l'élection de Macron? Donc vous êtes tous d'accord que de toute façon, la loi in fine passera en force. Mais la loi, tu vois, le fonctionnement des institutions va toujours permettre en fait que la loi passe. Mais le problème, c'est est-ce que en fait tu gouvernes contre ton gouvernement et contre tes administrés, les citoyens, et on appelle ça une gouvernance, ou est-ce que la gouvernance est uniquement le fait de faire passer des lois et de les faire passer en force, soit par amendement, soit par 49.3. La réalité, c'est que Emmanuel Macron, il a la légalité avec lui, mais il a plus la légitimité parce que beaucoup de Français sont pas d'accord avec sa politique. Oui, mais pour autant, il est sorti gagnant de tout ça. Je suis désolé, je rappelle 52 jours de grève. Rien obtenu du côté des grévistes. On est d'accord. Mais oui, mais il est sorti gagnant parce qu'il a la légalité. Il a joué le pourrissement et ça a marché. Oui. Et il a sorti la bonne réaction au bon moment. Mais il a été fin. Mais comme il a la légalité avec lui, forcément, il va toujours s'en sortir parce que l'appareil du pouvoir est entre ses mains. Mais c'est pas pour autant qu'il administre réellement le pays. Il met des réformes en place. Certes, elles sont mises en place, etc. Mais le problème, c'est que la population est contre. Et avec tous les projets de réforme qui arrivent derrière, on sait que vent debout, et de façon interprofessionnelle, les citoyens, travailleurs, etc. vont se mettre en face d'Emmanuel Macron. Sauf que tu as la légalité sur le plan politique, ok, mais au bout d'un moment, cette légalité va être
redisputer pour voir si tu gardes cette légitimité d'un point de vue électoral. Et on est à moins de 2 ans, enfin à peu près à 2 ans des élections présidentielles, et c'est là que ça se joue pour lui. C'est là que ça se joue. Oui, Soraya. Ils ont même plus de légitimité, même vis-à-vis du Conseil d'État. Ruffin a cité un extrait de ce que pensait le Conseil d'État par rapport à ça, donc je vais reciter. Vas-y. La situation... Je vois que t'as peaufiné, c'est bien. Eh oui. Je sais où t'étais pour peaufiner, d'ailleurs. Je vais pas le dire. Je crois que j'ai Poucave, je crois. Rudy a Poucave. Non, j'ai balancé. Il a balancé Soraya. Tu vois, elle a son petit calepin comme moi. J'ai copié sur ça. Je l'ai pas aujourd'hui. Les élèves studieux dans le LGF, c'est bien. Voilà. Donc, le Conseil d'État dit « La situation est d'autant plus regrettable que cette réforme inédite depuis 1945 transforme pour les décennies à venir le contrat social. » Donc même le Conseil d'État ne soutient pas le gouvernement qui n'a de majorité que son nom. Voilà. Et voilà, ça c'est une punchline, ça les amis. Voilà. Ça, hop. Et c'est pas la première fois. Hein. Déjà pour de quoi la punchline de Soria. En tout cas, ça commence à monter, c'est bien. Voilà. Mais tu sais, le projet de loi qu'il y avait par rapport au LBD là, à l'époque, là, genre tolérance zéro, machin LBD là, l'année dernière pendant les gilets jaunes. T'avais plusieurs corps d'institutions qui, appelaient en fait à être vigilants sur le caractère liberticide de ces projets de loi. Donc c'est pas la première fois qu'ils prennent ce genre de critique. Donc attention, ils gouvernent pas vraiment. Ils ont la légitimité, mais la légitimité ils l'ont plus. Ils ont la matraque, pas la légitimité. C'est ça. Wow. Deuxième punchline. Attention, 2-0 pour l'instant. Tout va bien. Le quiz promet d'être sympa à la fin de l'émission. Entre Soraya et Rachidi, ici présente, Rudy Kazi, et vos appels au 01 40 33 9000 et vos votes, en tout cas sur Facebook. Vous êtes 82% à dire oui, que cette loi, de toute façon, et pour vous, passera en force. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, ça va prendre un peu de temps, évidemment, parce qu'il faut que ça passe au Parlement, après à l'Assemblée nationale, le Sénat, puis réadoption totale à l'Assemblée nationale. Ça peut prendre entre 3 et 4 mois environ. En février, là, c'est en 2 étapes à l'Assemblée. C'est ça, absolument. Et bien entendu, sur Twitter, là, c'est un peu plus timide, Vous êtes que 52% sur le grand forum le grand forum FM2, à dire que oui, ça passera en force. Donc un peu plus mesuré, en se disant peut-être qu'éventuellement, ça pourrait ne pas passer. On a du mal tous à y croire que, évidemment, ça ne passe pas après tout ce qui s'est passé. Après 50 jours de grève où le gouvernement a tenu face à des grévistes, plus que motivé et renforcé, que nenni. Les jours de grève étant passés, le projet de loi étant toujours sur la table et l'action du gouvernement et de Emmanuel Macron reste toujours intacte. D'autant plus qu'il y a quand même d'autres sujets qui risquent quand même de faire parler. Encore une fois, et on se dit qu'avec ces 50 jours de mobilisation, peu de chances que cela réitère. Et pourtant, il y a quand même 2 gros projets qui arrivent, notamment sur l'APL au mois d'avril, et il paraît qu'il va faire mal puisqu'il va concerner entre 1,5 et 1,7 millions de détenteurs de l'allocation logement, sachant qu'on l'avait déjà baissé sous Hollande, qui vont absolument, et Macron l'avait fait aussi, rappelle-toi rappelle-toi, il avait fait au début. Oui, pardon, c'est Macron, c'est Macron, c'est pas Hollande. Et donc 1,5 à 1,7 millions de personnes qui vont être concernées par cette réforme, soit de baisse, soit de suppression totale. Alors pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'était référence à vos revenus d'il y a 2 ans. Et là, la nouvelle réforme, c'est vos revenus de maintenant. Immédiat. Donc il y a 2 ans, il y avait peut-être des gens qui étaient au chômage et qui travaillent maintenant et qui pour le coup vont se retrouver avec une baisse considérable, voire une suppression de l'allocation logement. Et puis une autre réforme attendue, celle-ci à la rentrée, c'est sur la sécurité sociale. Et apparemment celle-là, elle va être, attention, je vous dis pas, c'est pire qu'un taser. Ce qui est gravissime, parce que comme je te l'avais expliqué l'autre fois quand on en discutait, le trou de la sécu là, il va être payé d'ici 2024. Il y aura des excédents de 7 milliards d'euros par an qui vont être dégagés. Donc après, on connaît pas encore ça va être quoi la loi, bien entendu. Mais si tel que cela semble se présager, ça va être assez dur en matière d'économie, c'est à vraiment se demander, se poser des grandes questions. On a des sous qui sont là, on a différentes caisses de fonds de réserve qui sont là, et on se demande toujours pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas. Et moi, ce qui me chagrine toujours, c'est que c'est toujours sur les bas salaires, parce que soi-disant ils sont le plus nombreux. Donc du coup c'est sur eux qu'on va se faire notre beurre. Mais comme aussi on l'avait démontré l'autre fois, les hauts salaires, notamment sur la réforme des retraites, à partir d'un moment ils ne payent plus de cotisations, ou alors par principe. Et là on va voir que c'est toujours les plus gros salaires qui s'en sortent. Moi j'ai pas envie de jouer mon gaucho ou je sais pas quoi, mais faut avoir les yeux en face des trous. Il y a des choses qui sont pas normales. Ça c'est une bonne punchline, ça. Les yeux en face des trous, ça c'est bien, je retiens aussi. Hop. Rudy, essaye de revenir à
à la trace de Soraya. 01 40 33 9000. Elle est devant, hein. Oui, absolument. Vous continuez en tout cas, si vous le souhaitez, vous exprimer là-dessus. Je vois que ça est en train de saouler en fait tout le monde cette loi de réforme des retraites. Ça a mobilisé beaucoup de monde, mais j'ai l'impression que voilà, on a, comment on dit, abdiqué. Ouais. Ouais. Mais il y a Jean-Paul Lecoq, le député PCF. Lecoq, il a un sacré nom lui. Qui propose un référendum par rapport à ça. Mais bon. Oui, mais le référendum, ça y est, le référendum, c'est bon, on l'a eu là, le référendum. Normalement. Ouais. Non, quel référendum? Il n'y a pas eu de référendum. Bah, le référendum, 50 jours de grève, c'est la rue. C'est ça. Bah oui, mais justement, s'il y avait eu référendum, on n'aurait pas eu tous ces désagréments de grève. Ce n'est pas la rue qui gouverne. Mais le fait qu'on n'ait pas de référendum, c'est un choix déjà politique. Oui, mais qui disait, ce n'est pas la rue qui gouverne? De Gaulle? Non. Un peu plus près, je crois. C'était, je crois de mémoire, c'était Raffarin. Raffarin? Ouais. En 2004, si la mémoire. C'est pas la rue qui gouverne, mais Raffarin, il s'est mangé la rue aussi. Ah, il s'est mangé la rue. Ah, bien comme il faut. Ouais, comme il faut. Puis il n'est pas le seul d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, vous continuez de nous appeler 01 40 33 9000 parce que votre avis vous intéresse, même si ce sujet vous en avez plus rien à faire. Il est quand même important parce qu'il nous concerne tous. Il concerne aussi nos enfants. Parce que voilà, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour nous? Vous avez fait d'ailleurs le test d'évaluation pour voir ce que ça allait changer concrètement? Non, pas encore. En fait, la retraite, vous en foutez, en fait. Non, mais il est pas fiable. Non, mais j'ai compris. En fait, vous attendez la retraite pour vous barrer, en fait, c'est ça. Non, mais il y a un risque que ça change encore tous les 5-10 ans. Sous les cocotiers, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, chacun son truc, hein, pourquoi pas. Critique sur ce truc qui fonctionne pas très bien, en fait, hein, mais bon. Bah oui, en fait, il y a un simulateur en ligne et vous pouvez, pour ceux que ça intéresse, aller simuler votre retraite pour savoir combien et à quel âge vous allez pouvoir partir. Les spécialistes d'économie, ils avaient dit que l'âge pivot, ça n'a pas été supprimé, ça a été reporté. Ouais. Parce que les mots ont leur importance. C'est vrai que on nous a vendu comme étant supprimés et que ça y est, ils faisaient un geste, alors que pas du tout. C'était simplement un report et non pas une suppression totale de l'âge pivot. En attendant le passage en force, ils trouvent pas un terrain d'entente comme il avait dit. De toute façon, à l'échelle européenne, quand on voit par exemple l'Allemagne, ils sont à 65, je crois, 65, 66. On y viendra. Quoi qu'il en soit, on va être obligé de s'allier finalement. Voilà, de s'ajuster, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, après, par rapport à l'étranger, effectivement, la France, dans les pays de l'OCDE, c'est le pays qui a un déficit public parmi les plus élevés et dont le service public coûte le plus cher. Donc, qu'on veuille faire des réformes, ok, mais qu'on les fasse sur le dos des Français et des bas salaires, c'est ça qui est contraignant. Et ce qui est toujours bizarre, c'est que on parle beaucoup, on partialise, on parle des retraites, on parle bientôt effectivement de l'APL, etc. Mais en fait, l'objectif du gouvernement, c'est toujours un objectif d'austérité. C'est en fait aller chercher de l'argent qui manque, mais après la question qui se pose, c'est exactement, c'est où on va chercher l'argent. Et souvent malheureusement, on ne questionne pas en fait la capacité du gouvernement à dessiner en fait un vrai projet de développement économique à la France. C'est ça le vrai problème. Et si par exemple on avait un vrai projet de développement économique, on trouverait les moyens de générer de l'argent. C'est ça, mais c'est pas les propositions qui manquent. C'est pas les propositions qui manquent, mais par contre elles manquent du côté du gouvernement parce que les projets d'Emmanuel Macron sont uniquement des projets de réforme, mais ce sont pas des projets en fait de développement économique. Ça, pour le moment, on n'en a jamais entendu parler, sauf la suppression de l'impôt sur la fortune, soi-disant pour faire revenir des capitaux en France, mais sinon il y a rien sur le plan. Alors on a Linda qui nous appelle de Nancy et qui a son avis à donner. Bonjour Linda, bonsoir. Bonjour Christophe, bonjour Rudy. Et Soraya, son mauvais. Mademoiselle. Elle s'appelle Soraya, Linda, quand même. Pardon. Je suis nouvelle. Alors moi j'appelle la question. Je pense qu'elle passera pas cette réforme. Ah bon, vous êtes bien la seule. Je pense qu'elle passera pas. Pourquoi? Parce que le mouvement de contestation qui traverse la France depuis ces dernières semaines et puis même bien avant, depuis les Gilets jaunes finalement, pour moi, la réforme des retraites est un prétexte. Les gens en ont ras-le-bol de ne pas avoir de salaire correct, de galérer à la fin de chaque mois, de ne pas avoir de conditions de travail qui normalement doivent être garanties. On est quand même le pays des droits de l'homme, tout le blabla. Oui. Et du coup, si l'objectif de la République en marche est de convoiter un second mandat, je pense pas qu'ils vont prendre le risque de passer en force, notamment par le 49.3, puisque
je veux dire, faut, comme dirait Rudy, faut avoir les yeux en face des trous. Si il passe par ce type de procédure, ça va péter. Excusez-moi le terme, hein, mais ça va péter comment, Linda? Ça va péter 52 jours de grève pour rien. Sur le long terme, s'ils convoitent un second mandat, je pense pas ou tout du moins ils vont la dénuer, quoi. Ça sera pas la réforme initiale telle qu'il l'aurait voulu. Soraya, t'es d'accord avec Linda ou pas? Bah, déjà, moi, du principe, je dis pas qu'elle va passer. Moi, je suis d'accord, hein, en tout cas. Moi, je dis que j'ai posé la question à Soraya, en fait. Rudy. Moi, je dis que si elle passe, c'est par la force. Mais j'aime ce côté, optimiste où on pense qu'elle ne passera pas. Ah, tu aimes ce côté optimiste? J'ai envie. C'est un calcul politicien. Si vraiment, au vu de la loi El Khomri, du scandale que ça a provoqué dans les rues, si Emmanuel Macron prend ce risque-là, déjà qu'il est il est pas légitime. Et le moyen de le constater, c'est Édouard Philippe, tête de liste au Havre, et qu'il envoie ses ministres sur le plan local. Donc il est parfaitement conscient qu'en termes de légitimité, il l'envoie sur le plan local sans qu'il démissionne de son poste. Ah bah attends, il faut toujours garder la patate chaude, hein, quand même. Il a dit que si jamais il gagnait, il garderait son poste. Il céderait si sa liste remporte le Havre, il céderait donc son siège à Bah oui, mais en attendant qu'il finisse son poste de Premier ministre. Moi je pense que par rapport à son programme, même ses électeurs, parce que au second tour, on a voté, vous connaissez le blabla, la barrière républicaine, faut faire barrage au Front National, blablabla. Donc, républicain. Pour ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, ce sont les premiers déçus. Pourquoi? Parce que dans son programme, certes, il avait parlé de réformer les retraites, mais il c'est écrit dans son programme, les salariés. Il a pas dit à l'âge de départ et qu'il mettrait en place donc un seuil minimal. Là, en l'occurrence, avec tout le débat qu'il y a eu sur l'âge pivot, c'est pas le cas. Hein. Clairement, ils veulent repousser l'âge de départ. C'est comment dire, ils anticipent la capitalisation. Exactement. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui dans une interview le dit, on encourage. Donc, il était interviewé sur le livret A qui a vu son taux baisser depuis ce week-end. Oui, ça, il dit, c'est pour encourager les gens à prendre des plans épargne-retraite. Je veux dire, il y a un moment, même eux ne sont pas cohérents. Ça s'appelle une belle carotte. Merci Linda, en tout cas, on a bien compris. On verra. Merci, Linda. À très bientôt du côté de Nancy. Bonne soirée, au revoir. Il paraît que vous dites oui là-bas. Ils disent pas oui, ils disent oui. Oui. Allez, dans un instant, vos appels évidemment. Et puis un petit zapping. Mila au programme. Encore Finkielkraut au programme. Edwin Plenel au programme. Et du Julien Audoul au programme à suivre sur France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous et en direct avec Soraya Rachedi de formation sociologie, faut le dire quand même. Bah oui, faut le dire. Voilà, on le dit, hein. Rudy Kazi, les forces républicaines avec nous sur votre radio France Maghreb 2 dans, allez, hop, 1 heure maintenant, le quiz, ça les opposera. Et vous avez tous les deux soif et besoin de victoire en même temps pour remonter au haut du classement. Je sais. Ah ouais? Ouais, c'est sûr. Moi je parie sur toi. Non, mais je parie sur toi. Ça va, t'as le temps, tu viens d'arriver. Ouais, c'est le temps. Ouais, mais moi je parie sur toi. Moi, tu sais, sur la fraîcheur, la jeunesse, le savoir. Oh mais non. Voilà, l'envie. Ça c'est important, l'envie. J'ai l'envie. Elle a l'envie, tu vois. Et ça fait beaucoup. L'intelligence universitaire. Voilà, exactement. Faut s'en méfier. En tout cas, on parle de la réforme des retraites, ou en tout cas on en parlait. On a écouté donc notre auditrice qui nous disait que pour elle, si Emmanuel Macron est dans un calcul politique, et c'est sur ça que j'aimerais avoir votre réaction, parce qu'on n'a pas eu le temps de réagir là-dessus, si Emmanuel Macron est dans un calcul politique, il ne passera pas cette réforme en vue de passer éventuellement pour un deuxième mandat. Mais est-ce que finalement Emmanuel Macron a envie de ce deuxième mandat? Est-ce qu'il n'est pas usé, fatigué d'avoir géré un pays qui vraiment l'a mis... il a fait prendre, il a pris, on le voit d'ailleurs à Sabine, il a quand même il a eu des soucis quand même. C'est pas évident de diriger les Français, c'est quand même pas le public le plus simple, les citoyens les plus simples à gérer, hein, ils aiment surtout pas les réformes. On leur montre qu'on les écoute pas. Voilà, genre le mec il est là en haut de son palais à faire 2-3 petits voyages de temps en temps, signer 2-3 contrats et puis en même temps on l'emmerde à longueur de journée dès qu'il veut faire un truc. Il y en a beaucoup qui l'appellent le petit prince, ça lui va bien. Ah ouais? Non mais moi je pense qu'il veut faire un deuxième mandat. Bien sûr qu'il veut faire un deuxième mandat parce que tu crois vraiment? Bah évidemment. Donc s'il veut faire un deuxième mandat, de faire passer cette loi en force,
C'est pas risqué. Il aura le temps de se rattraper. La réalité, en fait, c'est que quelqu'un comme Emmanuel Macron, faut pas croire en fait qu'il est arrivé à la politique uniquement pour rendre service à son pays. C'est quelqu'un qui est arrivé à la politique aussi parce que il a non pas forcément opportuniste, mais c'est quelqu'un qui a une ambition d'État, etc. Comme beaucoup. Je vous rappelez quand Sarkozy disait, quand on lui demandait est-ce que vous pensez aux élections présidentielles, il a dit j'y pense chaque matin quand je me rase. Ouais. On l'a beaucoup moqué, mais qui ne pense pas comme ça? À partir d'un certain niveau dans la politique, les choses deviennent assez narcissique en fait. Tu crois qu'il se rase beaucoup là en ce moment? Peu trop. En tout cas, il se rase de très près, je pense. Ouais. Et donc du coup, comment ne pas penser qu'il voudra pas se représenter en 2020? Il est déjà en train de travailler 2022, pardon. Ouais. Il est déjà en train de travailler en fait à sa succession à lui-même. Ouais. Et de toute façon, si jamais, ce serait une grande erreur s'il ne voulait pas se représenter. Pourquoi? Parce que ça lui ferait lâcher déjà aujourd'hui le pouvoir. Et déjà qu'il est souvent en train de prendre l'avion effectivement à l'international pour travailler cette stature d'État, d'homme d'État, comme le faisait notamment Jacques Chirac. Ouais. On a vu effectivement les positions qu'il a essayé de prendre en Israël, ce soit dans son implication auprès de la communauté juive et cette rencontre avec Mahmoud Abbas dont on sait toujours pas ce qu'ils se sont dit. On voit effectivement, de façon peut-être un peu maladroite, qu'il essaie de se construire en fait une stature d'homme d'État à l'international parce que ça lui permet d'évacuer un peu aussi les problèmes du pays. Il réussit plutôt bien, moi je trouve. Et en fait les sondages le montrent pas parce que malgré en fait qu'il soit à l'extérieur, il est toujours critiqué pour sa politique alors que c'est à l'intérieur alors que c'est Édouard Philippe qui conduit la politique du gouvernement tel que la Constitution le dit et il a quand même une opinion moins défavorable qu'Emmanuel Macron dans les sondages. Ouais, donc sa stratégie ne fonctionne pas. Mais il est obligé de le faire parce que sinon il abandonne tout. Il est obligé d'avoir cette perspective sur 2020 sinon il ne. Mais est-ce qu'il n'est pas dans une stratégie de se dire qu'après moi le chaos? En tout cas, même s'il ne le dit pas, moi je le pense sincèrement qu'après lui le chaos. Pourquoi? Parce qu'il a réussi effectivement à casser un peu les partis, comme on l'a dit à plusieurs reprises, partis traditionnels, gauche-droite, etc. Soit en les cassant, soit en les aspirant. Et le problème c'est que ces partis n'arrivent pas à se relever en développant une vision de fond pour leur parti. Il n'y a pas un réel parti d'opposition, c'est quoi? C'est le RN avec son lot de... Et qui n'est pas un réel parti d'opposition, c'est un parti pour pouvoir gagner les élections présidentielles. D'ailleurs, ils peuvent dire merci à l'islam et aux musulmans, parce que sans ces sujets-là, le RN n'existerait pas. Exactement. Et à l'immigration, etc. Tout ce qu'on nous ressort à chaque fois. Mais le problème, c'est que même la droite aujourd'hui, ils ont zéro projet. Ils n'ont toujours pas de leader. Non seulement ils n'ont pas de projet, mais ils n'ont pas de leader. Et à gauche, de qui les Républicains. Les Républicains, d'accord. Le PS, la gauche il est inexistant. Le PS, il est mort, enterré. Exactement. On a vu Hollande qui essaye de revenir un petit peu, et maintenant c'est Ségolène Royal qui revient sur le devant de la scène et dont on a l'impression qu'elle nourrit en tout cas une aspiration présidentielle. Tu penses? Bah oui, parce qu'on lui a posé la question. Évidemment. Mais elle oserait se représenter. Elle a été virée. Pardon, excusez-moi l'expression. Lorsqu'elle a été déboutée de son poste, je sais pas là. Comment ça s'appelle? Truc d'épaule, c'est très difficile. Ambassadrice d'épaule. Voilà. On lui a posé la question, est-ce que vous pourriez vous présenter aux élections présidentielles? Elle a pas dit, j'y pense chaque matin en me rasant. Voilà. Elle a pas dit non, elle a pas dit oui, mais en gros, ils m'évincent parce que en fait, je peux représenter une menace pour eux. C'est ce qu'elle a dit. Je suis trop forte. Voilà, c'est ça, comme Soraya. Et puis la France insoumise qui a un autre problème aussi parce que en l'occurrence, peut être vraiment ce parti qui apparaît comme un parti d'opposition, mais va se poser le problème de la tête, du leader. Jean-Luc Mélenchon ne ferait plus partie de l'unanimité au sein de la France insoumise. Oui, c'est vrai. Il y a aussi ça à répondre comme question. Qui pourrait emmener la France insoumise pour la prochaine présidentielle en 2022? Personne. Alexis Corbière? Non. Peut-être, mais le truc François Ruffin. Moi, je vois bien François Ruffin. Non. Ruffin, il prend de la place quand même. Il prend de la place et il commence à faire du bruit quand même. Il a un discours en fait qui est trop orienté sur toujours les mêmes questions. Il a pas de projet national. C'est pas quelqu'un qui développe une vision à long terme. Alexis Corbière peut-être, mais le problème c'est qu'il est tellement charismatique, Jean-Luc Mélenchon, que à côté de lui, c'est ça. Moi, j'arrive pas à imaginer le parti insoumis sans Mélenchon. Exactement. Parce que la République, c'est moi. Voilà. Et d'ailleurs, on les appelle les auditeurs nationaux, les gens qui bossent pour lui. Donc ça veut dire que ce sont plus des gens qui savent parler que des gens qui peuvent incarner une vision. Allez, le zapping les amis, c'est parti. Vous pouvez nous appeler évidemment pour agir au zapping 01 40 33 9000 parce que le standard, parce que la radio, parce que votre émission est à votre disposition. Ça tombe bien, c'est la vôtre. Allô quoi. C'est comme si je te dis t'es une fille, t'as pas de cheveux.
Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est ce que dit Soraya à chaque fois qu'elle rentre dans le studio. Je suis pas venu ici pour souffrir. Alors pour commencer, ce zapping, Mila. Tiens, elle par contre elle souffre beaucoup en ce moment. Elle était l'invitée de Quotidien hier soir à la télé et elle a présenté, enfin, ce que certains appellent des excuses. Je vous laisse juste en juger par vous-même et vous pourrez nous appeler pour nous dire si vous acceptez ou pas les excuses de Mila. Tiens à préciser, je reviens encore sur le sujet du fait que je regrette absolument pas mes propos. Que c'était vraiment ma pensée. Vous regrettez pas le droit au blasphème? C'est ça, le droit au blasphème. Et j'ai pas à me cacher pour cette raison, j'ai pas à m'arrêter de vivre pour ça. Mais je tiens quand même à dire que quelque part, je m'excuse un petit peu pour les personnes que j'ai pu blesser qui pratiquent leur religion en paix. Et j'ai jamais voulu viser des êtres humains. J'ai voulu simplement blasphémer, j'ai voulu parler d'une religion, dire ce que j'en pensais. Et voilà. Une belle prouesse quand même. Elle a été conseillée formidablement bien par ses avocats ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Pour le coup, donc elle s'excuse un peu pour ceux qu'elle aurait pu blesser, mais je ne regrette rien de ce que j'ai dit. Voilà. Et après, un peu plus loin aussi dans l'interview, elle regrette un petit peu sa vulgarité. Voilà. Ouais. Bon, alors, excuse acceptée ou pas, Soraya? Bah, moi, je me suis pas sentie atteinte en tout cas. Genre, c'est une petite de 16 ans et je sais pas, je l'ai pas écoutée moi personnellement. Et c'est bizarre ce que je vais dire, hein, parce que ses propos ils sont très vulgaires, dégueulasses, mais elle me fait vraiment pitié en fait. Elle me fait pitié. Pourquoi? Parce que elle sert des causes qui ne sont pas du tout nobles et je vois comment elle est instrumentalisée par les pires des groupes en fait. Par le Front National, par le RN, hein, notamment. Le RN qui a sauté sur l'occasion, évidemment, pour... c'est ça, c'est devenu un drapeau, mais... Ouais, mais surtout le RN, hein. On le voit quand même. Hein, mais par contre, autour de lui, les gens qui les conseillent sont pas les gens du Rassemblement National. Alors, le Castaner a annoncé cet après-midi à l'Assemblée Nationale que sa famille, elle, était sous protection policière. Ouais, voilà, sous protection policière, et j'ai vu, en tout cas, Jean-Michel Blanquer a dit qu'elle allait bénéficier de cours à domicile, de scolarisation à domicile, le temps de trouver un autre lycée. Une solution parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de lycée pour elle, parce qu'elle est menacée évidemment. Exactement. Voilà. Mais c'est dommage parce que. Mais excuse acceptée ou pas alors? Pour pouvoir lui donner des excuses, faudrait que moi personnellement je me sois senti offusqué, mais je préfère analyser le truc que plutôt de me sentir offusqué. Moi personnellement j'ai vu, et déjà sur la forme. Tu veux analyser les propos d'une gamine de 16 ans, franchement. C'est ça en fait. Pour moi, je vais te dire, moi sur la forme en fait je l'ai vu, ça m'a fait de la peine parce que tu vois vraiment quelqu'un qui vit une sorte de traumatisme, et tu le sens, c'est palpable physiquement. Et ça fait de la peine parce que du coup elle a perdu sa vie sociale en réalité. Maintenant après sur le fond, évidemment que et moi tu vois, je vais te dire, la manière en fait dont on pose les termes en fait me dérange parce que lorsqu'on parle par exemple de droit au blasphème, la loi ne parle pas de droit au blasphème. Par contre, la loi ne condamne pas le blasphème. C'est ça qu'il faut dire, la loi ne condamne pas le blasphème. Donc ça veut dire les gens ont le droit de blasphémer, mais pour autant sur le plan moral, est-ce que c'est bien? Sur le plan éthique, voilà, sur le plan éthique, est-ce que c'est bien? Bon, que ce soit bien ou pas, elle a le droit de le faire, donc elle le fait. Maintenant, lorsqu'on parle de critique, pour moi, ce sont pas des critiques, parce que la critique, et personne ne le pose ce débat-là, la critique, c'est pas forcément négatif. La critique, ça peut être positif ou négatif. La critique, c'est lorsque tu donnes ton avis. Voilà. Mais lorsqu'on a vu, effectivement, la manière dont elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux par rapport à cette affaire, elle n'était pas dans la critique. Enfin, par moment, elle pouvait être dans ce qu'on peut rapprocher d'une critique lorsqu'elle dit que l'islam c'est une religion de toutes, mais en même temps c'est tellement insultant que c'est pas une critique parce qu'elle travaille pas le fond de la chose. En fait, tu te rends compte qu'on a le droit au blasphème entre guillemets, mais aucun animateur à la télé comme à la radio ne peut répéter ce qu'elle a dit. Bien sûr. Ne serait-ce que en mots en fait. Exactement, parce que c'est trop. Donc il est là le débat. C'est est-ce qu'on a le droit au blasphème? Non, c'est pas ça le problème. C'est est-ce qu'on a le droit d'être vulgaire et d'agresser comme ça les gens de par des mots. Et il y a aussi un autre élément qu'on dit. On dit qu'on a le droit au blasphème parce que la loi le permet et la Constitution dit que la France en fait, la France enfin dit protège les personnes en ce qu'elles ne doivent
doivent pas être inquiétés en fonction de leur religion, de leur opinion politique, etc. Mais la phrase qui suit juste après dans le premier article de la Constitution, c'est la France respecte toutes les croyances. Exactement. Et moi, je trouve que de mon point de vue, la manière dont là. elle a communiqué sur les réseaux sociaux, même si elle en a le droit, je trouve qu'elle n'a pas respecté certaines croyances. Et ce qui est dommage, c'est que la manière dont on pose le débat dans les médias, on ne parle pas de cet alinéa 4 de la Constitution au premier article qui dit que la France respecte toutes les croyances. Et là, je trouve qu'elle a pas respecté les croyances. Elle a le droit, mais sur le plan éthique, c'est pas forcément une bonne chose. Et ensuite, il y a la dimension aussi de l'éducation. Je suis désolé, une gamine de 16 ans qui parle comme ça de façon aussi outrancière sur le plan de l'éducation, c'est pas une bonne chose. Très mal éduquée, oui, ça c'est clair. Et ça, elle a certainement entendu ses propos quelque part, donc. Sûrement. Voilà, mais tu vois, on pose pas le débat comme ça. T'es d'accord avec moi, Christophe? Sur le respect des croyances. J'étais sous la table en train de chercher des trucs. Le respect des croyances, c'est constitutionnel. Non, il se passe des trucs absolument incroyables dans cette radio, sachez-le quand même, parce que Rudy est en train de parler, et Soraya, ils sont en train de faire leur débat entre eux tranquillement. C'est ça. Et moi, je suis en train de faire le ménage. De toute façon, vas-y. Parce que voilà, voilà. Bon, le standard ne marchait plus, donc je l'ai refait remarcher, parce qu'on est des bricoleurs, nous, on est multitâches, nous ici. Technicien, animateur radio, je ne sais quoi encore, plombier à mes heures perdues dans sa cabine. Non mais tu fais tout, c'est impressionnant. C'est ça. Ouais. Mohamed, salut Mohamed. Oui, salut, salam alaikum, bonsoir à tous, les animateurs, les chroniqueurs, auditeurs. Ouais, bien joué Mohamed, t'as tout englobé. Mohamed Dolnay, est-ce que tu pardonnes, alors est-ce que tu excuses Mila? Ah non, je pardonne pas du tout, je m'excuse pas du tout, il faudrait qu'elle s'excuse déjà. Elle l'a fait, elle a dit je m'excuse un peu. Un petit peu. Je m'excuse, mais comme tu l'as dit auparavant, à mon avis, elle a dû être très très bien conseillée. Parce que pour tenir ce genre de propos et ensuite dans l'émission du quotidien dire moi je voulais pas blesser les gens individuellement, c'est qu'elle a eu des rappels sur ce que dit la loi clairement. Bah oui, carrément. Donc, ouais, voilà. Donc clairement, moi je trouve que c'est inacceptable de tenir ce genre de propos et que ça a été relayé de la sorte en fait. Moi je cautionne pas du tout les menaces de mort et compagnie, qu'on soit bien clair, comme ça c'est dit. Faut condamner, franchement, et elle fait pitié. Franchement, ça fait de la peine. Elle peut pas bouger, tu la vois même limite sur le quotidien, elle avait les larmes aux yeux. Franchement, ça fait de la peine, tu vois. Ouais, mais non, mais d'accord, mais ça va. Excuse-moi. À 16 ans, t'es quand même un minimum conscient de ce que tu dis, je suis désolé. Non, je suis d'accord, mais quand on voit les conséquences sur sa propre vie, on aurait voulu que ça se passe pas comme ça, tu vois. D'accord, mais mais excuse-moi, mais si elle aurait vraiment voulu et elle aurait pris conscience de ce qui lui est arrivé, la jeune fille, elle aurait pas surfé sur la vague de ce qui est en train de lui arriver pour sortir un single ou je sais pas quoi. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai, ça. Alors, je tiens. Attendez, je tiens à apporter une petite précision. Parce que c'est important, vous savez, depuis que je suis un peu exposé maintenant, Libération m'appelle, évidemment. C'est une source pour eux. Bientôt le canard enchaîné. Et je tiens à préciser qu'effectivement, alors il y a eu une cagnotte ouverte, mais elle a été refermée par Litchi, et il se trouve qu'elle n'en serait pas à l'origine. Donc voilà. A priori, je rectifie l'information. C'est parti de moi, donc j'assume ma connerie. On avait bien vu la cagnotte effectivement qui avait été ouverte. Elle avait été ouverte en solidarité avec Mila, sauf que elle dit, son avocat dit, ses parents disent que c'est pas elle qui l'a ouverte et de toute façon elle a été fermée de suite. Voilà. D'accord, ok. Donc, moi je tenais aussi à j'aurais dû employer le conditionnel simplement. Sur les propos que comment elle s'appelle la copine à Mélenchon là chez Hanouna. Oui. Raquel Garrido. Le sujet du ministre, si ça avait été une kippa et tout on l'a recadré immédiatement. Elle a même pas dit elle a même pas dit kippa. Elle a même pas dit kippa. Elle a simplement dit si ça avait été je crois une autre confession, il aurait été viré tout de suite. Genre avec les guillemets quoi. Et alors ils lui sont tombés dessus comme voilà. Encadrement. Donc moi je m'excuse, mais quand on se permet de recadrer une personne de telle sorte à ce que immédiatement il faut s'excuser, il faut se mettre par terre. Je m'excuse qu'on pousse quand même une nana de 16 ans à s'exposer comme ça et à maintenir ses positions sur les propos qu'elle a tenus. Bon. Moi, je c'est ça, quand c'est même triste qu'elle ait maintenu ses propos. d'en arriver à là. Bon, bah merci Mohamed. Tu fais quoi dans la vie, Mohamed? Je veux savoir. Moi, je suis un petit fonctionnaire territorial. De rien du tout. Il n'y a pas de petit. Il n'y a pas de sur la fausse modestie là. Ouais. Allez, dis-nous, t'es directeur de cabinet du préfet là, du 99. Non mais Mohamed, à 17h15, comme tout bon fonctionnaire qui se respecte, t'as fini ta journée depuis longtemps. Oui. Évidemment. Ça c'est une punchline. Moi, je travaille la nuit. Ah bon? C'est bien ça le problème. Oui, je travaille avec nos seniors. Heureusement que très vous bien. êtes là. Bien joué. Certains croyants, merci. Écoutez, c'est le mec. Salut Mohamed. On continue de rester à l'écoute du Grand Forum, la seule et réelle émission des libertés d'expression sur la bande FM, n'est-ce pas? Exactement. Salut mon ami, ciao. 01 40 33 9000. Bon, on a bien compris, vous n'excusez pas Mila.
En tout cas, c'est bien tenté. Je l'excuse pas, mais je la condamne je pas. Je comprends je constate qu'une chose. On insulte une religion, en particulier l'islam. On peut se retrouver star de demain et invité en guest star chez Yann Barthès dans le quotidien. Un très bon ascenseur social ici. C'est pas mal quand même. Alors, tiens, on va voir juste un dernier rappel là-dessus parce qu'on a d'autres choses à évoquer dans le zapping. Mais juste pour savoir, pour avoir la tendance. Allô, bonjour, qui est là? C'est Redouane. Salut Redouane, tu nous appelles de Redouane? Je vous appelle, je suis dans le 16e là, voilà. Ah, t'es dans le 16e. Dia, il est en train d'apprendre à conduire et tout va bien. Tu fais quoi dans la vie, Redouane? Je suis moniteur à l'école. Ah bah forcément. et donc alors attends, le mec il est en train de former un mec pour conduire, et il a le temps d'appeler la radio. Tranquille Redouane. Bon bah c'est bien. Tu me diras le nom de ton école que j'y ai. Des heures de conduite sur France Maghreb 2, c'est cool. C'est bien Redouane. Bon, Redouane, est-ce que tu excuses ou pas Mina? Franchement, j'ai entendu beaucoup de hadiths, beaucoup de la Surat al-Fil par exemple, la Sourate des éléphants, juste rapidement, pour rappeler que il était venu pour envahir la Mecque et il a dit moi je veux juste récupérer mes chameaux. Il a dit la Mecque c'est à Dieu, ça me regarde pas. Ça veut dire qu'en fait il y a des gars qui veulent protéger l'islam alors qu'elle n'a pas besoin d'être protégée ni en l'insultant ni en la menaçant. Ça c'est juste le premier point. Et ensuite c'est une gamine de 15 ans ou 16 ans qui s'embrouille avec des gamins de 15 ans ou 16 ans et on sait même pas qui se trouve derrière ces tweets. Ça se trouve c'est des mecs du Front National, ça se trouve on sait pas c'est qui. C'est Instagram. Et ça prend une ampleur incroyable en fait sur des personnes dont on ne connaît pas en fait l'origine. Oui, on en fait trop quoi. C'est ce que tu es en train de nous dire. C'est complètement politisé, instrumentalisé. Tu es en train de nous dire qu'on en fait trop, que ça a été récupéré politiquement. On l'a vu d'ailleurs. Tous les membres du gouvernement et de l'opposition sont exprimés là-dessus sur une gamine de 16 ans. Enfin, c'est l'hystérie totale dans ce pays. On est d'accord. Ouais, c'est. Et clairement, ça fait vendre. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. J'ai écouté notre ami Zora Habitant sur les grandes gueules ce matin. Ah, t'as de drôles d'amis toi. Hein. Ah, vous avez vu hein. Et elle disait je comprends pas pourquoi c'est toujours cette religion qui fait du remous, c'est parce que c'est vendeur. C'est tout simplement. Non, et puis il faut peut-être lui répondre au bout d'un moment à cette madame qu'elle comprend pas effectivement que c'est la même religion qui fait à chaque fois réagir, mais ce sont ces mêmes personnes, ces musulmans qui sont estimés entre 4, 5, 6, 7, 8 millions, allons, poussons le bouchon loin, qui se sentent insultés. Alors au bout d'un moment ils en ont marre, tu vois, et ils ont le droit d'évoquer justement leur ras-le-bol, et ils le font, d'accord, et de manière pacifique et démocratiquement. Donc si elle est pas contente, madame Zora Habitant, bah tant pis pour elle. Voilà, mais de toute façon, les musulmans, en fait. De toute façon, elle a jamais demandé son avis à part dans les grandes gueules, mais elle est payée pour ça, donc tout va bien. Ouais, carrément. Voilà, grâce au pays d'ailleurs. C'est pas des musulmans, ce sont des gars cachés derrière un écran qui disent des choses, on sait pas c'est qui. Ah bah alors attends, justement, reste avec nous parce que, enfin reste avec nous, tu raccroches, mais tu vas écouter quand même Julien Oudoul que j'ai eu à affronter hier. Alors lui, il va très loin quand même. Il va très loin, mais on en parlera dans un instant. Merci en tout cas, mon Redouane. Merci. Si j'ai bien compris, toi tu pardonnes un peu quoi. Tu excuses. Enfin, tu minimises. Mais oui, mais faut lui pardonner de toute façon. Franchement, je pense que si on est tous dans le pardon, toute seule, elle va se dire mais en fait ils sont incroyablement gentils les musulmans. Je vais me convertir moi aussi. Non mais il faudrait lui envoyer un Coran avec un beau bouquet de fleurs. C'est grave, mais franchement oui. C'est Timera qui avait dit ça. Mais t'as raison, franchement il a raison. C'est le contraire. Ouais, c'est Ousmane Timera qui avait dit effectivement à l'antenne la semaine dernière, il avait préconisé aux responsables ou des pseudo-responsables si tant est qu'il y en ait des musulmans de France en disant ce serait peut-être bien de lui envoyer un Coran et un beau bouquet de fleurs et lui dire voilà instruis-toi. J'aurais peur qu'elle le jette, moi, le Coran. J'ai même de dire que ça, si je peux aller pousser le bouchon un peu loin, je dirais même si aujourd'hui il y a une école musulmane où il y a des musulmans qui peuvent lui offrir de la sécurité, alors là, ça serait vrai. Alors là, ça sera royal. Ouais. Bon, merci, mon Redouane. Faut qu'elle s'inscrive à VROS. Il conduit bien, c'est une conductrice ou un conducteur que t'as avec toi là? C'est un conducteur. Bon bah ça va, t'es en sécurité alors. Ah, il galère, d'accord. J'allais dire avec une conductrice, c'est chaud, mais. Arrête. Qu'est-ce qu'il t'a fait comme crari là? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme crari? Bah là en fait il est en deuxième à 53 km/h en fait. Ah ouais non mais non. Le moteur est crie là. Il va casser la boîte. Moi je le fais pas ça. Oh. Ah mais c'est parce qu'il revient de 3 mois du bled là, il a passé 3 mois au Sénégal là. Ah bah voilà. Et bah voilà. Et voilà, et là-bas il a eu du mal à réintégrer la vie d'ici. La conduite. Oh là 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 là. Avec tous les dodanes qu'il y a au bled, tu roules pas à plus de 20 km/h. Ah ouais non c'est clair. Bon juste un petit dernier mot par rapport à l'affaire Mila. Je voulais juste dire que effectivement
effectivement, c'est vrai que ses propos effectivement sont outranciers, mais en face, les attaques qu'elle s'est prises avant qu'elle ne démarre ses propos avaient été de nature aussi à rendre la discussion totalement folle. Elle a complètement dérapé. Absolument pas. Bien sûr, mais elle a totalement dérapé. Mais faut dire aussi qu'en face, elle s'est pris des insultes et aussi des insultes homophobes parce que les mecs, ils étaient pas contents du fait qu'elle refusait en fait les propositions qu'elle leur faisait. Donc, de toute façon générale, c'est une dispute entre gamins de 15 ans. En fait. Voilà, c'est un peu le fond. Il y a pas de fond dans cette affaire et c'était censé être un faux débat. Il y a juste une instrumentalisation. Soraya Rachedi, Rudy Kazi sont là, mesdames, messieurs. Notre invité arrive aussi, Nadia Fontani, pour parler de Colombes, puisqu'elle y est candidate. Elle va se présenter à vous, à nous, dans un instant. Mais auparavant, on a quand même du très lourd. Alain Finkielkraut. On a du Edoui Plenel. Avec la grosse musique, hein. On a évidemment du Julien Audoul. Alors lui, le Julien Audoul, c'est quoi? C'est, même si t'es musulman, de toute façon, t'es pas français. Parce que t'es musulman. À tout de suite. Forcément, on va très très loin avec ce genre de tocard. À tout de suite. LGF, le grand forum, on est là, messieurs, là, avec Soraya Rachedi, master en sociologie, s'il vous plaît. Rudy Kazi, les forces républicaines, il est là aussi. Bien sûr, dans un instant, notre invité qui est toujours pas arrivé. Hein. Dans 10 minutes, c'est à vous. Hein. Moi, après, vous savez que j'ai des temps de parole à respecter. Hein. Non, mais faites gaffe, moi j'ai des temps de... et on joue pas avec ça, attention. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, on continue tranquillement notre zapping. Vos appels au 01 40 33 9000, bien sûr, pour agir. Après les révélations, et c'est là la grosse affaire de Sarah Abitbol concernant les agressions sexuelles dans le sport, voici qu'Edoui Plenel a exposé un grand sujet sur les agressions dans les sports. Écoutez Edoui Plenel là-dessus. Et il ne faut pas centrer sur seulement le patinage. Je ne sais pas si ça l'a aidé à avoir ce courage, mais le 11 décembre dernier, Mediapart, dans le cadre de nos enquêtes, a fait tout un ensemble d'enquêtes sur les violences sexuelles dans le sport. Je vous en donne les éléments. 8 mois d'enquête avec le collectif Disclose. Depuis 70, ils ont inventorié 77 affaires de violences étouffées, concernant précisément 276 sportives. La plupart de moins de 15 ans. Tous les sports sont concernés. Football, gymnastique, équitation, athlétisme, tir à l'arc, patinage, roller, échecs, 28 disciplines. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Près de 50% des agresseurs avaient fait l'objet d'une condamnation pour des infractions à caractère sexuel, et cela a été étouffé et mis de côté. Et d'ailleurs, dans nos enquêtes, on montrait que même la ministre des Sports en charge actuelle a fermé les yeux sur des faits concernant son club de natation, le CSM Clamart Natation. Donc c'est une question, comme quel que soit le milieu professionnel, et c'est ce que nous avons voulu montrer dans toutes nos enquêtes, la politique, le cinéma, le journalisme, les médias, le sport. C'est-à-dire, dès qu'il y a des situations d'emprise, de pouvoir, de domination, eh bien, nous devons aujourd'hui faire face à ce long silence terrible par rapport à l'abus de pouvoir que constitue... C'est surtout, quand il y a autorité sur l'enfant, sur les élèves... Voilà, c'était hier donc monsieur Edoui Plenel dans l'émission C'est à vous sur France 5. C'est terrible quand on la voit partout en ce moment parce qu'elle a sorti un livre justement dans lequel elle raconte son agression sexuelle terrible à l'âge de 15 ans par quelqu'un qui est toujours en poste, qui plus est. Les agressions sexuelles dans le sport, parce que là c'est le sujet, les agressions sexuelles dans tous les domaines malheureusement. C'est vrai qu'on a du mal quand on est des mecs normalement constitués, cher Rudy, à imaginer qu'on puisse évidemment forcer ou voilà, en arriver à ce stade-là, ça me paraît vraiment absolument improbable. Et pourtant ça existe et il faut que la parole se libère. Et heureusement que maintenant la parole se libère, tant mieux. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a un véritable tabou en fait autour de ça. Et ça se libère. Ça se libère avec le mouvement. Et ça, c'est une bonne chose. Ça se libère. Mais il y a du travail du coup, parce que il y a un travail de comment dire. Il faut soigner tout ça maintenant, parce qu'il y a des blessés dans l'histoire. Ouais, voilà. Et puis il faut que la parole soit libérée, d'autant plus que toutes ces choses qui se sont produites dans le passé rendaient la parole d'autant plus fermée que en fait les victimes effectivement n'avaient pas la capacité de pouvoir s'exprimer sur ce qu'elles vivaient parce qu'elles en étaient traumatisées, et donc ça pose le cas ensuite du cadre légitime de la loi qui doit permettre peut-être à des victimes de pouvoir s'exprimer et dénoncer les viols qu'elles ont pu subir
après une certaine période qui est aussi une période peut-être de reconstruction aussi sur le plan psychologique et social. Et donc, il doit avoir, comme on dit, un nouvel arsenal juridique qui doit le permettre, si tant est qu'effectivement on soit en capacité d'apporter la preuve aussi, effectivement de. Voilà, dès que la preuve est apportée, il faut que tout de suite ça soit effectivement sanctionné. Exactement. Mais là, plus permettre. C'est un problème juridique. C'est-à-dire l'appareil juridique doit se mettre à jour pour pouvoir permettre effectivement à ce que cette parole soit suivie aussi de condamnation s'il en est. C'est ça, on parle de reconnaissance, mais comme tu dis, ils sont protégés. Donc on n'est même pas encore au stade de la reconnaissance. C'est ça, il y a des gens qui ferment les yeux et ça c'est encore plus terrible, quoi. Ben tout ce qui était bien, c'est que 17h26. Médiatiquement, là médiatiquement, il faut qu'on y aille. Voilà. Je voulais juste vous faire écouter. Bah oui, non mais qu'est-ce que tu veux, l'heure c'est l'heure. Subtilement dit. Il se trouve que je voulais quand même vous faire écouter ce grand moment de télé, hein, évidemment, parce que il y en a un autre. Bah oui, parce que j'y étais forcément. Face à quand même, et ça m'était supportable quelques minutes seulement. Julien Audeloux, voici ce qu'il dit. Je vous propose d'écouter et je vous laisse apprécier juste ses propos et avant d'accueillir notre invitée et candidate à Colombes dans un instant sur France Maghreb 2. Vous reconnaîtrez avec moi qu'il y a un problème d'intégration dans notre pays. Je parle même pas d'assimilation, c'est que l'intégration de qui est en échec. L'intégration des Français d'origine arabo-musulmane ou de confession musulmane. Ils ont un problème d'intégration dans notre société d'aujourd'hui. À partir du moment en fait où ils critiquent, en tout cas où ils menacent de mort, où ils persécutent une adolescente de 16 ans. Une adolescente de 16 ans aujourd'hui qui est déscolarisée, sa vie est un enfer. Mais vous parlez de qui a un problème d'intégration? Ceux qui sont nés ici? Mais bien sûr que oui, il y a un problème. Ils sont nés ici, ils ont un problème d'intégration. Mais ils n'ont pas à s'intégrer, ils sont français. Mais évidemment, ils n'ont pas à s'intégrer, ils sont français. Il y a un problème d'intégration, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de la communauté française. Ils n'en respectent pas les lois. Mais comment vous pouvez dire ça? Mais c'est-à-dire, c'est très grave ce que vous dites. Mais bien sûr que c'est grave, mais c'est la réalité aujourd'hui. Non, mais vous dites que des gens qui naissent en France, qui sont français, mais qui ne sont, oui, tout à fait. Et en fait, ne sont pas français. Et aujourd'hui, qui ne respectent pas les lois de la République. Mais vous vous rendez compte de la généralisation que vous faites? Mais c'est la généralisation. Mais aujourd'hui, c'est le problème actuel, c'est-à-dire que vous avez. On peut pas généraliser comme ça. Mais regardez tous les commentaires sur les réseaux sociaux. Regardez même de la fachosphère ou pardon, dites-moi, de la fachosphère les commentaires parce qu'ils sont aussi très violents de votre côté. Hein. Non, là c'est plutôt l'islamosphère. Hein. Alors là il y a la fachosphère aussi qui est pas mal non plus. Je peux vous assurer que depuis mon passage jeudi dernier ou plutôt j'ai eu un discours rassembleur. Je suis devenu le traître à la nation, le nouveau Gilbert Montagnier islamiste. Franchement, vous avez beaucoup d'humour. Mais juste, moi, je voudrais savoir quand vous dites qu'ils ont un problème d'intégration, ces gens qui naissent en France, c'est pas possible de dire ça. Mais il y en a certains peut-être, mais vous ne pouvez pas généraliser à ce moment-là. Je dis qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a un problème d'intégration et de vivre ensemble dans notre pays. Bon, ça va aller, hein. On est d'accord. Julien Audeloux. Il y a tellement de choses à dire, tu commences Rudy ou... Moi il va falloir raccourcir vos propos parce que là on a notre invité qui nous attend. Je parle très vite et de toute façon tu connais déjà mon sujet, mon point de vue sur le sujet. Voilà, aujourd'hui, moi je pense que la France paye le fait de ne pas avoir travaillé à intégrer les Français d'origines étrangères dans ce qu'on pourrait appeler une forme en fait de patriotisme qui intégrerait tout le monde dans ce qu'on appelle le récit national et pas le roman national. Parce que le roman est forcément romancé et de la manière dont on l'a romancé, on n'a pas intégré les histoires des colonies et des anciennes colonies, tant est qu'elles ont pu apporter à la France toutes sortes de choses, comme je l'ai déjà dit, sur les 2 guerres mondiales, sur l'effort de reconstruction, sur les 30 glorieuses, etc., etc. On s'est servi de leurs parents et on n'a pas pensé à ce que à les intégrer, alors que pourtant il y a des pistes, il y a des moyens de pouvoir le faire et c'est ce qui est dommageable. Ces jeunes en France sont français. De quoi parle-t-on? Regarde juste les listes citoyennes des municipales. Regarde tous les noms. Je vais même pas dire maghrébins, tous les noms racisés qu'il y a. De quelle intégration on parle en fait? Tu vois ce que je veux dire? Ce sont des gens, on est des gens, je m'inclus complètement. Bien sûr. En fait, on est des gens, on est nés en France, on a mangé la même baguette, le même camembert. Bon, j'ai pas mangé de cochon, mais bon, je reste française. Camembert puant. Non mais t'as vu le raccourci aussi? Mais attends, regarde, on est nés français, on a une culture française. Vous n'êtes pas assimilés. Voilà. Mais en fait, je me sens beaucoup plus proche d'un blanc qui a grandi dans le quartier qu'un arabe entre guillemets ou un noir du 16e. En fait, il y a aussi des questions sociales, il y a plein de choses qui sont... Et en fait, l'intégration... Ils sont pas intégrés, ils manquent à la loi, ils sont pas intégrés. Mais attends, tu peux être un Français blanc et de plusieurs générations, il manque à la loi. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de pas intégré à la communauté nationale? C'est toujours en fait, il faut toujours tout rapporter à la racisation, à la couleur de la peau, c'est des tocards, etc. Des vrais tocards, ces mecs-là. Aucun sens.
pense. Bon, c'est parti, 17h30, on y va pour l'élection municipale. Et la preuve encore est donnée de l'exemple illustré par Soraya il y a 2 minutes. Direction, les amis, Colombes, c'est parti pour l'entretien d'admission. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020. L'entretien d'admission. Direction Colombes avec notre invité ce soir, Nadia Frontini. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Vous êtes, vous, candidate à Colombes. D'abord, première question toute simple. Est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours aux auditrices, auditeurs et aux habitants de Colombes? Comment on les appelle d'ailleurs, les Colombiens? Les Colombiens, voilà. Et de temps en temps, on me demande si elle est bonne. Non, ce sont les Colombiens. Les Colombiens. Et donc, moi, je suis dirigeante dans une entreprise, une grande entreprise française du numérique. Ouais. Je suis ingénieure, je le revendique. D'accord. Et j'ai cette expérience d'élu de proximité puisque jusqu'en juin dernier, j'étais adjointe au maire en charge de la citoyenneté, ce dont vous venez de parler, en charge de l'ensemble des quartiers de Colombes. Et dès que je me suis installée à Colombes il y a 20 ans, donc avec ma famille, avec mes 3 enfants, mon mari, je me suis toujours impliquée dans la vie de la cité. Oui, ça c'est précisé d'ailleurs votre programme. Hein, vous êtes tout de suite senti impliqué. Moi, j'aimerais vous poser une petite question de but en blanc. On a parmi nos chroniqueur Yasser Louati qui dirige le CJL et qui a fait une enquête sur la police municipale à Colombes et c'est pas bien joli. Alors la police municipale à Colombes, effectivement, il y a eu plusieurs reportages. Sous la direction de Madame la maire. Il y a eu plusieurs reportages. Oui. Alors, voilà ce qui se passe. Colombes est une ville compliquée. C'est une ville de 90 000 habitants qui est peu connue parce que elle s'est enfouie malgré son passé glorieux, son passé sportif glorieux. C'est là que s'est déroulé en 1924 les premiers Jeux Olympiques. Son passé industriel glorieux. Il y a par exemple Fessel Vega, les pneus Kléber Colombes. Eh bien, c'est une ville qui peu à peu s'est endormie, s'est enfouie avec des problématiques liées à des revenus extrêmement différents entre les différents quartiers de Colombes et puis puisqu'à un moment ça faisait partie de la ceinture rouge de l'Île-de-France, Colombes, les quartiers nord faisaient partie des ceintures rouges et puis on a une zone pavillonnaire extrêmement étendue et puis petit à petit Colombes s'est enfoui avec des problématiques qui n'ont pas forcément été réglées de façon ouverte. Oui, mais c'est pas ça ma question, Madame Fontini, pardon, mais juste par rapport à la police municipale qui quand même était très répressive. Très agressive. Très virile. La politique de Madame le maire à l'heure actuelle, Madame Guetta, c'est une politique du tout répressif. Alors que, même si j'ajoute quand même que la sécurité est un droit fondamental, c'est pas forcément en montrant les muscles et beaucoup d'agressivité que les choses changent. Et c'est pour ça que dans certains quartiers, on a le sentiment de sécurité, dans certains quartiers, on a le sentiment d'insécurité. Et pour l'heure, et je fais énormément de terrain, j'en ai toujours fait, mais là j'en fais particulièrement du fait de la campagne. Je suis atterrée, j'ai rencontré des jeunes gens, tout jeunes gens, mineurs, qui ont été plaqués au sol. Donc avec une joue balafrée, voilà, il n'y a pas d'autre terme. Ça c'est tout à fait récent, ça date de la fin de la semaine dernière. Et puis effectivement, depuis un certain temps, je vois des jeunes gens qui cumulent les amendes. Les amendes, certains ont 3 000, 4 000 euros d'amende, mais sont sans oublier les commerces qu'on oblige à fermer quasiment aussi. Ça, les commerces, j'en parlerai moins parce que je ne vois pas à quoi vous faites allusion précisément. Faut regarder l'enquête. Par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de brutalité et que pour avoir travaillé, je vous ai dit comme adjointe au maire en charge des quartiers, sur les comités de veille du CLSPD, donc ce contrat local de prévention de sécurité et prévention de la délinquance, on peut faire beaucoup de choses dès lors qu'on investit sur la prévention. Alors, sur la prévention, ça veut dire quoi? Ce que j'ai pu faire sous les mois précédents, donc dans ces comités de veille, c'est déjà bien identifier quelles étaient les problématiques de délinquance. N'oublions pas que géographiquement, Colombes est un lieu de trafic du fait de sa position géographique près de la A86, la A1, et vous voyez qui mène vers le nord de l'Europe. Mais donc géographiquement, on est fragile. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas lutter contre ce type de trafic. Qu'est-ce que vous allez changer concrètement si vous êtes maire demain? Deux choses que j'ai mis dans mes priorités. Petit 1, s'investir sur la jeunesse délaissée à l'heure actuelle, et tout le monde le dit depuis plusieurs mandats d'ailleurs. Cette jeunesse est délaissée. Donc investir dans les antennes jeunesse pour que les jeunes gens cessent de. Et vous voulez en ouvrir 5 antennes jeunesse. 5 antennes, 1 par quartier, parce que c'est pas parce que les quartiers sont favorisés que les jeunes sont pour autant accompagnés.
accompagner les jeunes. Moi, je crois énormément, venant d'entreprises, à l'insertion par le travail. Ouais. Non pas les antennes jeunesse seulement avec des loisirs, mais de la culture, du sport Oui, mais et Madame l'insertion Frontini, territoriale. pardon, est-ce que vous allez demander de se calmer, quoi? Est-ce que vous demandez à cette police municipale de calmer? Alors, deuxièmement, oui. Bah oui, non mais c'est ça le cœur du problème en fait. Alors, il y a aucune raison pour jouer au cow-boy, mais rigoureusement aucune raison pour jouer au cow-boy, d'autant plus que même les quartiers calmes s'en rendent bien compte que c'est du cinéma pour renforcer, pour que Madame le maire puisse avoir un nouveau mandat. Ouais. Ce que je combats. Ouais. Mais par ailleurs, il faut bien travailler sur, donc comme je vous l'ai dit, sur les médiateurs de quartier. Ouais. C'est indispensable. Et plus j'en parle, plus les Colombiens adhèrent à cette idée des médiateurs de quartier. Des médiateurs de rue, ce que vous appelez vous. Médiateurs de rue, médiateurs de quartier. C'est quand même aberrant que Courbevoie et Rueil-Malmaison, Ouais. qui sont réputés plus calmes, Ouais. ils ont des médiateurs de rue. Oui, surtout à ma maison. Ils ont des médiateurs de rue. Ouais. Nous, qui avons quand même pas forcément toujours bonne réputation, et c'est bien dommage, parce que c'est une ville à plein de potentiel. Combien d'habitants à Colombes? 90 000. 90 000, c'est une belle ville. Jusqu'en novembre dernier, vous tapiez Colombes sur Internet, Oui. vous tombiez sur nos voisins. Sur l'oiseau. La Garenne Colombe ou Bois Colombe, 25 000 et 30 000, et pas nous. Ouais. Simplement parce que on sort d'un mandat où la ville, est mal gérée, les habitants n'ont pas réellement d'importance. C'est Madame- beaucoup de logements. Madame Il y a un Frontini. truc important également que je Oui, voulais oui, vous préciser. inquiétez pas, vous allez avoir le temps. Enfin, le temps, 2 secondes. Vous moi, inquiétez pas. Je mène le débat, vous inquiétez pas. Madame Frontini. J'aime bien piloter, vous Oui, le voyez. oui. Hein. Bah oui, mais en J'aime bien l'occurrence, diriger. là, hein. c'est On moi, sent ça. C'est une déformation professionnelle. C'est ça. Madame Qui peut Frontini. avoir Dans des le bon aspects sens positifs. du terme. Question importante pour les électeurs. Vous êtes soutenu par quel parti ou vous êtes peut-être encarté, je ne sais pas, je veux tout savoir. Alors, moi, c'était très audacieux en août. Je suis partie sans étiquette. C'est la mode. Sans Donc vous êtes étiquette. en dissidence alors? Je sais pas ce qu'on entend à parler en dissidence. Parce que vous étiez dans la majorité. Alors, j'étais dans la majorité municipale. Quand j'ai pris beaucoup d'importance. En quelle position? Quand j'ai pris beaucoup d'importance en tant que maire adjoint en charge des conseils de quartier, par exemple. D'accord. Quand j'ai travaillé avec 3 quartiers sur 5 sur le développement durable, 3 quartiers sur 5 sur la mobilité douce, les artisans, là, j'ai pris beaucoup trop d'importance et donc j'ai été vidée en juin. C'est la meilleure. Oui, j'ai vu ça. C'est une revanche que vous prenez, Madame Frontini? C'est la meilleure décision qui a été prise parce que du coup, Ça crée votre indépendance. ça m'a obligé à prendre du recul. Et quand on est à l'intérieur, quand on est 4 dirigeants, on travaille, moi je suis pas aux 35 heures, on travaille complètement pour son entreprise. Le soir, on se consacre aux habitants et le week-end également. On ne voit pas tout ce qui se passe, tous les pans entiers de l'activité d'une municipalité, des missions d'une municipalité qui sont mises de côté. Vous n'êtes pas soutenu par la famille politique que vous aviez auparavant? Ah non. Non. Et vous êtes soutenu par qui alors? Parce qu'on a plus une Eh ben, dissidence. pour l'instant, par les habitants, et c'est très bien comme ça. D'accord. Bon, C'est très une bien. liste Vous avez répondu à ma sans question. étiquette, alors. Oui, Sans étiquette pour de vrai. pour de vrai. Très bien. Et j'ai pris du recul par rapport au parti auquel j'avais adhéré. C'est pas en une espèce 2004. de revanche que vous prenez vis-à-vis de... Mais je sais pas. Non, mais je vous pose la question, moi. Enfin, le mot revanche, Bah oui. le mot revanche ne rentre pas dans mon vocabulaire. Moi, je suis une personne de projet. Je suis une personne qui aime aller de l'avant, qui aime enthousiasmer des équipes. C'est ce que je fais avec mon équipe Colombe Ambition. Et ce soir, j'ai une réunion publique. Oui. Une réunion publique et ma 3e réunion publique. Et je souhaite effectivement enthousiasmer les habitants, quelle que soit leur origine, vous en parliez tout à l'heure, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur appartenance sociale, Oui. parce que je pense qu'il y a trop de potentiel négligé dans cette ville. Alors on va effleurer un petit peu votre programme avant de laisser une question à Soraya et Rudy ici présents avec moi. Vous proposez de nouveaux locaux pour la police municipale et nationale, créer des itinéraires cyclables protégés. Ah, ça c'est bien ça. Voilà, vous voulez faire comme Madame Hidalgo, essayer de faire des voies de bus ou des voies pour les vélos, c'est ça? Alors sauf que Colombes n'est absolument pas Paris avec ses grandes avenues. Et quand on parle d'avenue à Colombes, c'est maximum 2 mètres, 2 mètres 50. Donc en fait, pourquoi on parle d'itinéraire? Parce que jusqu'à présent, on a des pistes, mais qui n'ont ni queue ni tête, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller de chez soi. Voilà, qui s'interrompent et c'est excessivement dangereux. Alors que dès qu'on passe la barrière de Colombes, c'est-à-dire dès qu'on va à la Garenne ou à Courbevoie,
Courbevoie, eh bien là, il y a des itinéraires proprement fléchés. Je suis incapable d'agrandir les rues de Colombes. D'accord. Je suis incapable également d'empêcher la circulation automobile. Donc on va faire effectivement des itinéraires avec mieux fléchés, mieux indiqués, protégés, c'est-à-dire que les véhicules seront derrière les vélos et n'auront pas le droit de doubler sur ces rues-là, de façon à ce que ça cohabite. Donc c'est beaucoup de citoyenneté, un petit peu de peinture et puis beaucoup d'envie. Bon, très bien. Alors il y a un truc qui est pas mal dans votre programme aussi, ça va faire plaisir à Audi. Créer le pôle sportif olympique de Colombes. Alors ça, c'est ambitieux, ça. Alors en fait, Colombes est ville des JO 2024. On en est très fiers. D'accord, très bien. Avec une spécialité sportive qui est le hockey sur gazon. Ouais. Alors encore inconnu au bataillon, c'est dommage, on a perdu 3 ans. Mais malheureusement, dans notre ville, alors qu'on le savait, on a perdu 3 ans parce que très très peu de choses ont été faites, comme je vous l'ai dit, avec les jeunes. Et alors qu'on aurait pu déjà, dès à présent, avoir des jeunes gens connaissant le sport, commençant à s'impliquer, parce que 2024, on a encore 4 ans, et d'avoir des champions de hockey sur gazon pour Colombes. Bon, on a perdu 2 ans. Comme je vous l'ai dit, la préoccupation de la municipalité actuelle, c'est de construire, ramener une nouvelle population avec toutes les difficultés que ça va comporter. Mais bon, voilà. Donc moi, je suis repartie sur cette idée-là. Cette ambition. C'est mieux. Oui. Alors justement, est-ce que avec les JO et 2024, vous allez avoir le nouveau métro passera par chez vous? Alors, non, malheureusement. Ah bon? Alors là, là, il y a une faille, là, quelque part. Mais non, tout ça, c'est un maire. Le mandat de maire est un mandat qui me plaît énormément. Pourquoi? Parce que c'est le premier étage, le premier niveau de responsabilité. Moi, je vais être responsable de chacun des 90 000 habitants de Colombes. Qu'ils votent ou qu'ils votent pas, j'en serai responsable. C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron. On se rappelle on voit ce que ça donne aujourd'hui. À un moment donné. Pardon. À un moment donné, donc ça c'était le mandat du maire précédent, eh bien ce maire précédent ne s'est pas battu. Pour que notre ville ait le métro. On a le tram, c'est mieux que rien. Et puis bien entendu, on a la Seine, et je pense que la Seine sera vraiment utilisée comme moyen de transport pour ces JO 2024. Est-ce que vous allez faire comme Jacques Chirac, vous allez promettre de vous baigner dans la Seine? Non, d'accord. Voilà. C'est ce qu'avait dit Jacques Chirac à l'époque, on s'en souvient. Moi j'aime bien les promesses tenues dans ce sens-là, les promesses tenues. Et alors là, non, je promets pas. D'accord. Bon, c'est bien. Au moins une future maire courageuse. Créer le Conseil économique de Colombes, il y en a pas? Non, il y en a pas. C'est-à-dire que les entreprises sont absolument délaissées et derrière, ça a des conséquences énormes. D'une part, en ce moment, le commerce, plein de nouveaux logements se construisent. En bas, il y a des commerces, parfois il y a des crèches. Il n'y a aucune visibilité. Où va-t-on installer? C'est pas cohérent, ce que vous nous dites. Il n'y a pas de stratégie de ville pour accueillir du commerce, des entreprises, des commerces, des artisans. Et c'est dramatique. Parce que derrière, on sait que dans Colombes, il y a un taux de chômage qui était de 14% dans les derniers chiffres que j'ai pour les moins de 25 ans, ce qui est catastrophique. Donc moi, ce que je veux créer, pourquoi je veux créer ce conseil économique? D'abord pour donner une visibilité à tous de stratégie de ville où on implante les grandes entreprises. Je rêve d'accueillir des entreprises du domaine du sport. Je rêve d'accueillir des entreprises qui puissent embaucher nos jeunes Colombiens bac+10 à bac-2. Voilà. Je souhaite ensuite un deuxième étage, construire une solidarité de territoire. Parce que les commerces vivent énormément par les salariés. Donc il faut que les salariés des grandes entreprises connaissent les restaurants, par exemple. Et puis, le troisième étage, c'est permettre des stages à des entreprises qui viennent nous rejoindre. Je dirais, écoutez, voilà tout le tissu associatif. Vous avez accès à tout le tissu associatif, tout le tissu de commerçants, d'artisans. On est en plein d'artisans remarquables. Mais en contrepartie, prenez-nous des jeunes gens en apprentissage, prenez-nous des seniors qui échange égal à égal, quoi. Voilà. Et ça, c'est ce type de partenariat que je sais très bien faire venant de grandes entreprises. J'aurai un plaisir. Vous êtes infini. La future Laurence Parisot de Colombes. Oh non. Non, d'accord, ok, non, d'accord. Moi, j'en ambitionne. Non, je n'ambitionne pas, même si j'ai des. Faut bien que je vous taquine un peu, quand même. Mais bien entendu, bon, vous avez merci, le droit. Merci. Mais bien entendu, vous avez le droit et ça me fait très plaisir de vous répondre. Vous préférez quoi, Laurence Parisot ou Ségolène Royal? C'est à votre choix, hein.
Elle préfère Nadia Frontini. Voilà, merci Soraya. Alors, voilà, vous m'avez quitté. Tu es son avocate. Le nom de la Bravo Soraya. Alors, juste parce que le temps passe très très vite. Alors, parmi vos engagements, je précise qu'il y a se mobiliser pour la réussite éducative, créer une maison de santé, un pôle de santé de jour pour personnes fragiles, végétaliser les grands espaces de vie, protéger la zone pavillonnaire, mieux se loger à Colombes. Voilà une Colombes qui est une vie de culture pour tous. Bien sûr, alors plein de choses évidemment que vous proposez, c'est ambitieux. Le programme est en ligne ou pas, Madame Frontini? On peut le voir, on peut le consulter. Oui, tout à fait. Alors, tout est en ligne sur Colombes Ambition, qui est un site. Qui est le nom de votre liste. C'est le nom de notre liste. Oui, je dis notre liste parce que on a un travail de réseau, un travail de partenariat. Même si j'en dirige le contenu, la teneur, c'est vraiment. Enfin, je pense que chaque membre de mon équipe se sent autorisé à faire des propositions, à participer. Et c'est ce que j'aime beaucoup faire. Et puis, dans une direction bien déterminée. On peut le retrouver où le programme alors? Donc, Colombes Ambition, sur Facebook Colombes Ambition et sur mon propre Facebook Nadia Frontini, que vous pouvez suivre au quotidien. Vous n'êtes pas sur Twitter? Non, pardon? Pas Twitter? Je vais vous dire, sur Twitter, j'ai plein de trolls venant de la municipalité sortante. Donc, alors en plus, avec des noms ridicules qui fait qu'on a complètement identifié quels sont les maires adjoints en charge. C'est un tel ridicule que de temps en temps, je m'y mets sur Twitter. Et puis, de temps en temps, je m'y mets pas parce que c'est un média qui est élu que par les politiques. Et mon Dieu, ça pollue moi. Moi, je m'intéresse aux habitants et je préfère serrer la main d'un habitant, prendre le temps de discuter avec lui plutôt que faire un tweet. Question courte et réponse courte, s'il vous plaît. Oui. Alors, première qui est une bonne élève en la matière, Soraya Rachidi. Alors, vous disiez qu'il y a un manque de stratégie de vie, ou de ville. C'est ça, de ville. Et donc, chaque stratégie tend à servir une mission et une vision. Donc, quelle est votre vision, en fait, pour cette ville? Nous sommes une ville de banlieue. Et moi, ce que j'ai fait remarquer aux habitants, c'est que, en décembre, on a bien compris que Paris voulait pas de nous. Tant mieux. On a ensuite une ville avec un passé glorieux, comme je vous ai dit. Donc, on a une super base, un super socle. On a une ville avec une église, une mairie, une rue commerçante, un mausolée. Ça, c'est le clocher qui a été rénové. Une rue commerçante. Donc, on a une structure de ville comme on l'entend en France, avec des quartiers qui ont leur personnalité. Donc reprenons notre ville en main, et c'est ça ma première stratégie, que les Colombiens reprennent la maîtrise de leur ville. Je ne veux pas que la ville dépasse 95 000 habitants, parce que pour l'instant on est engorgé, on n'a pas encore bien compris où étaient les espaces verts, on est pas d'immigration à Colombes alors. Pas d'immigration. Écoutez, je pense que si vous n'avez pas visité Colombes, je pense que Colombes est une ville, pour moi, c'est la ville. Mais pas de nouveaux habitants, pas d'immigration, c'est ce qu'elle voulait dire. Oui, c'est ça, c'était le petit jeu de mots. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je m'inquiétais là. Mais c'est une ville très diverse, et franchement, pour moi, c'est la ville, c'est la France de demain, se reconnaîtra dans Colombes. Waouh. Rudy Kazi, tu peux faire aussi bien que Soraya, s'il te plaît. Je suis bien. Vous étiez dans la majorité municipale auparavant, et c'est vrai que vous avez fait le constat de certaines choses qui auraient pu être faites, qui n'ont pas été faites. Et j'étais bloqué aussi. J'étais pas même bloqué. Oui, mais vous anticipez ma réponse, c'est pas très bien. Ma question, pardon, c'est pas très bien. Non, je me posais juste la question. Qu'est-ce que vous avez fait à l'époque pour pouvoir faire en sorte que les manquements d'aujourd'hui auraient pu être des réponses d'hier? Et ensuite, vu que vous venez, du milieu entre guillemets économique, en tout cas du tissu affairiste, quels sont vos projets pour le coup sur le plan économique pour cette ville, et en lien avec la jeunesse des quartiers, puisque vous avez traité un peu des quartiers, comment est-ce que vous comptez travailler à l'employabilité de cette jeunesse en attirant effectivement des entreprises sur la ville? Si vous arrivez à répondre à cette question, vous êtes maire demain. Je vous dis direct. Voilà. Allez. Donc vous voulez des preuves, des preuves que je suis capable. Oui. Des preuves que je suis capable. Pourquoi je peux dire que dans les 100 premiers jours de mon mandat, je crée des itinéraires cyclables protégés? J'ai travaillé avec tous les conseils de quartier, donc je les ai déjà ils auraient pu être mis en place déjà il y a un an. C'est parce que la mobilité douce n'était pas une priorité du maire actuel que ça n'a pas été mis en place. Autre chose encore pour l'emploi des jeunes, l'antenne jeunesse. Alors j'ai repris le mot antenne jeunesse qui était le mot communiste, puisque Colombes a un passé communiste, 36 ans d'un même maire communiste. Donc j'ai repris ce mot parce que ça évoque plein de choses pour les gens un tout petit peu plus âgés que moi, et même de mon âge et plus jeunes. Mais ce ne seront pas seulement des antennes jeunesse pour découvrir le monde, ce sera aussi des antennes jeunesse pour découvrir le monde de l'emploi
fois. Et croyez-moi, quand votre famille, et je vais vous citer un exemple précis, quand votre famille n'a pas de réseau, vous ne pouvez pas avoir un prêt d'une banque. Récemment, je suis allée dans une banque, dans ma banque, celle qui gère mon compte de campagne, en lui disant, je veux que vous receviez Walid. Walid, troisième au concours de médecine. Vous vous rendez compte, troisième au concours de médecine. Sa maman, moi j'ai compris que sa maman l'élevait seule, femme de ménage. Eh bien, la banque auquel il s'est référé ne l'a pas prêté 12 000 euros. 12 000 euros pour 5 ans, 200 euros par mois. Eh bien, moi, monsieur, et j'en ai eu un deuxième. Et j'en ai un deuxième dans le même cas. S'il m'entend, j'aimerais vraiment qu'il m'entende. C'est école de commerce. Il faut qu'il trouve 9 000 euros. Eh bien, moi, ce que je pense, c'est que la municipalité doit garantir ses prêts. Et ce que j'ai dit à tous les Colombiens, ce sera super, parce que ce sera votre argent des impôts. Vous allez aider ces jeunes, chacun avec le montant de votre impôt, vous allez cautionner l'action des jeunes. Et puis en plus, comme ça, j'aurai un médecin probablement. Il n'y a pas plus intelligent que d'investir dans la jeunesse. Madame Fontini. Alors je vais être mère. C'est votre pronostic. J'en sais rien. Oui, peut-être. Vous m'avez dit. Direction Bogota. Bon, juste pour terminer, vous avez 1 minute pour vous adresser en particulier aux auditrices, auditeurs qui nous écoutent, en particulier à Colombes ou qui ont des proches à Colombes. Pourquoi il faut voter pour Nadia Fontini le 15 mars prochain? C'est à vous de jouer, Nadia Fontini. Donc, je suis quelqu'un de projet. Je suis quelqu'un qui a envie de porter la ville et les Colombiens très loin, faire rayonner la ville. Votez pour moi. N'oubliez pas de voter. N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu'à vendredi. Merci beaucoup Nadia Fontini d'être venue ici présenter votre programme et bonne chance pour le 15 mars. Merci beaucoup pour votre accueil. Dans un instant, le quiz. Bien, c'est le grand forum, le LGF. Pas mal la future mère. Franchement, elle avait la niaque. Hein. Ouais, c'est vrai. Franchement, elle était crédible. Demain, on ira où demain? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, sachez que vendredi, on aura... Enfin, ils auront parce que vendredi, l'émission sera présentée exceptionnellement par Tarek Mami. Vendredi. Oui. Ah. Voilà. Et nous partirons à la rencontre d'un candidat qui a réussi à unifier, et pour le coup c'est quand même assez inédit, à Corbeil-Essonnes, unifier toute la gauche derrière lui. Moi je dis chapeau. Il manque plus qu'à unifier la France maintenant. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti, on va vous unifier tous les deux, vous allez voir. Le quiz. À ma droite, Clément. Soraya Racheli, qui est de formation sociologique, en master sociologie. À ma gauche, Rudy Kazi, de les forces républicaines. Allez. 5 questions à vous poser, qui devront évidemment vous départager. Suspense. Première question. Un député de quel pays européen demande à la France de partager ses armes nucléaires? Italie, Portugal, non? Non. Angleterre? Non. Allemagne? Oui, Allemagne. On a dit réponse, presque en sauf même que temps. Angleterre ne fait plus partie de l'Europe. C'est ça. Ouais. Non, pas encore. Si, non, le Brexit, il sera officiel à la fin de l'année. C'est vrai? Ah oui. Ils ont pas levé les drapeaux et tout. Non, là, c'est la cérémonie, tout. Oui, là, c'est une cérémonie sur le plan juridique, mais après, si ce sera effectif à la fin de l'année. Bon, en tout cas, sachez que c'est un député proche de Madame Merkel qui a proposé à la France de partager ses armes nucléaires. Bon, premier point pour Rudy Kazi. Dans quelle ville de France les poubelles s'entassent? Paris. Ah, bien joué. C'est une bonne réponse, ma chère Soraya. Suite à une grève, on le rappelle, donc des usines de traitement, 3 usines, et les habitants commencent à gueuler. Ah, on peut y rajouter, bon, il dit Marseille. J'aurais dit oui. C'est un problème récurrent. Aussi, ouais. On peut rajouter quelques villes en France, effectivement. Un partout. Le corps momifié d'un homme isolé a été retrouvé par un huissier. Combien de temps après sa mort? 20 ans. Non. 10 ans. Moins. 5 ans. 3 ans. 5 ans. Je l'ai dit en premier. Ah non, je l'ai dit en premier. Non, je l'ai dit en premier. Franchement. Je crois que Rudy l'a dit en premier. Il y a les podcasts. Oui, il y a les podcasts, mais en fait, t'as une voix tellement mais oui, je l'ai dit. Avec 5 ans. Voilà. Tu vois, bon, 5 ans. Et Christophe a lui fine. Ça s'est passé du côté de Nîmes, les amis. Mais rien n'est perdu, Soraya. Bon, d'accord. 2-1. 4e question. Quel gilet jaune a poussé un énorme coup de gueule contre le préfet de police de Paris
En lui disant Jérôme Rodriguez. Jérôme Rodriguez, effectivement, est une bonne réponse. Il lui a dit quoi? Il lui a dit pas dire en même temps. D'abord merde, voilà. Vous avez ruiné ma vie, vous avez ruiné mon œil. Ouais. Il se trouvera qu'un jour vous m'aurez en face de vous. Voilà, c'était Jérôme Rodriguez. 2 fois il a subi dans son œil. Ouais, c'est clair. 3-1. 5e question. C'est critique là. Quelle entreprise française de construction a été paralysée depuis jeudi dernier par une cyberattaque? Bouygues. Saint-Gobain. Bouygues. Elle l'a dit, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Victoire de Rudy Casino. Félicitations. Merci. Mais quand même podcast, je l'ai dit avant toi. En même temps. Il y a réclamation? Ah oui, il y a réclamation. La demande de la barre? Comme dirait Cristiano Ronaldo. Et tu sais que même Allemagne on l'a dit en même temps. Hein. Quoi? Même l'Allemagne. Non, Allemagne tu l'as eu. En fait non, j'ai dit Al. J'ai pas continué. Tu commences à contester l'arbitrage là. Je vois que c'est pas très chevaleresque. Elle a commencé cette émission avec Philippe Boyaki et elle a, je veux dire, il lui a transmis le virus de la mauvaise foi. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Un bon prof. Il va appeler là, c'est sûr. Et demain les amis, il y a un combat redoutable. Philippe Boyaki, Abdestamitash, demain soir. La terre tremble déjà. La terre tremble déjà, effectivement. Restez bien avec nous. En tout cas, merci beaucoup, ma Soraya. Merci à toi, Christophe. On te trouve à quand? Parce qu'on n'a même pas parlé ensemble. Demain ou mercredi ou jeudi alors? On fait nos petites affaires en direct. Oui, vas-y, je t'en prie. Je sais pas. D'accord. Ok, donc surprise. Je voudrais pas m'imposer entre Abdeslam mais. Merci mon Rudy. Merci à toi. Soraya. Moi, je serai là lundi prochain. Bon, très bien. Ah oui, tu sais que lundi prochain, il y a Stomy Bugsy. Yes, secteur 1, ministère amer. Voilà. Reste avec nous en tout cas. Dans un instant, l'excellentissime Medjed, je crois, avec Chehnari. Donc on va rigoler ce soir. Et on se retrouve nous demain à partir de 16h. Toujours sur la même et unique même radio. France Maghreb 2 et c'est pas prêt de bouger les amis. L'émission s'appelle Le Grand Forum, 16h, 18h. Bonsoir à tous, 18h, un point sur l'actualité, c'est normal, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Sophie Terrance. Bonsoir et à demain. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal avec au sommaire ce soir le parquet de Paris qui ouvre une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs après les révélations de Sarah Abitbol. L'ancienne patineuse accuse son entraîneur Gilles Beyer, mais c'est surtout le patron de la Fédération française des sports de glace qui est sur le feu. L'affaire de la Dépakine, les laboratoires Sanofi sont mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Une victoire pour les familles des victimes, vous l'entendrez. Et puis enfin, la fin des soldes d'hiver ce soir, des soldes plus courtes, 4 semaines au lieu de 6. On verra si les commerçants sont satisfaits. Une enquête ouverte par le parquet de Paris pour viol et agression sexuelle sur mineurs après les révélations de Sarah Abitbol. L'ancienne patineuse accuse son entraîneur de l'époque, Gilles Beyer, de l'avoir agressée sexuellement au début des années 90 alors qu'elle était adolescente. Une affaire qui secoue le monde du patinage. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a demandé hier la démission du président de la Fédération française des sports de glace, Didier Gaillaguet, qui a pour le moment refusé. Une question se pose alors, Olivier Montaigu. Didier Gaillaguet peut-il rester à son poste encore longtemps? Eh bien pour Didier Gaillaguet, la réponse n'est pas évidente. En 20 ans de règne sur le patinage artistique français, des scandales, il en a vu, tantôt des rapports salés de la Cour des comptes, tantôt des accusations de triche aux Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City en 2002 et à chaque fois une seule stratégie pour se défendre. Il attaque. J'ai commis des erreurs mais pas des fautes. La faute, c'est celle de Marie-Georges Buffet, dit-il, la ministre des Sports à l'époque. Défense bancale puisque Marie-Georges Buffet avait démis de ses fonctions l'entraîneur Gilles Beyer en apprenant les soupçons. Plusieurs témoins de la fédération indiquent d'ailleurs que le président ne pouvait ignorer ces témoignages, ce qui ne l'a pas empêché de remettre Gilles Beyer à de hautes fonctions en 2011. Habitué des scandales, donc, Didier Gaillaguet pourrait cette fois se trouver face au scandale de trop. À noter que Didier Gaillaguet doit tenir une conférence de presse demain à 14h pour revenir sur cette affaire. De son côté, Sarah Abitbol sera reçue cette semaine par la première dame, Brigitte Macron. Le projet de loi bioéthique adopté en première lecture au Sénat, 153 voix contre 143. Le texte ouvre notamment la PMA, la procréation médicalement assistée, aux femmes seules, mais aussi aux couples de femmes. Il va maintenant repartir en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Les laboratoires Sanofi mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires dans l'affaire de la Dépakine. Cet antiépileptique n'aurait pas dû être prescrit à des femmes enceintes. Il a entraîné des malformations congénitales graves. Jusqu'à 4000 enfants pourraient être concernés. Cette mise en examen va donc ouvrir la voie à un procès. Une grande victoire pour Marine Martin, présidente de l'APESAC, l'association qui vient en aide aux parents d'enfants concernés. Ça fait 4 ans que j'ai instauré la procédure au pénal. Je suis la première à avoir porté plainte. Derrière, une trentaine de familles m'ont suivi.
Donc c'est l'aboutissement de 4 années d'instruction de la part du juge. Et c'est vrai que j'ai trouvé le temps assez long parce que si on compare à Mediator, la mise en examen du laboratoire Servier s'est fait au bout d'1 an. Donc moi j'ai dû patienter 4 ans. C'est vrai que ça a été très long parce que je rappelle que donc ce médicament est donné pour l'épilepsie et la bipolarité et que dans 10% des cas il engendre des malformations et dans 40% des cas des enfants autistes. C'est le cas de mon fils Nathan, voilà, qui est né en 2002 et c'est vrai que c'est très lourd à gérer au quotidien. À propos recueillis par Boris Karlamov. Encore 4 départements placés en alerte orange ce soir, la Marne, la Meuse et les Ardennes pour des risques d'inondation. Également la Corse du Sud, mais cette fois-ci pour des vents violents. C'était la dernière journée pour profiter des soldes d'hiver. Elle se termine ce soir, des soldes plus courtes cette année. 4 semaines au lieu de 6. C'était la nouveauté sur demande des commerçants. Alors sont-ils satisfaits? Réponse avec Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Je vous dis oui. Je dirais même moi encore mieux. Il y en aurait une de moins où il y aurait 2 semaines l'été, 2 semaines d'hiver. Ça nous irait bien. Parce que nous préconisons même qu'on fasse une promotion à la française, un peu dans l'esprit Black Friday. Et là, les indépendants seront encore meilleurs, ils seront encore plus forts. Parce que les indépendants, ils portent le credo de dire les soldes, c'est en fin de saison pour liquider ce qui reste. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. On part aux États-Unis rapidement où Donald Trump jubile. Le président américain est revenu sur le fiasco des premiers caucus démocrates en Iowa. Un problème technique qui empêche pour le moment de connaître le nom du vainqueur. Un désastre total, a ironisé Donald Trump sur Twitter. Du foot, pour finir, début ce soir de la 23e journée de Ligue 1. Au programme, Monaco-Angers et Lille-Rennes à 19h. Avant Nantes-PSG à 21h05. Et puis coup dur pour Ousmane Dembélé, blessé. L'attaquant français du FC Barcelone sera absent des terrains 4 mois. Le joueur de 22 ans devrait manquer la fin de la saison avec son club et peut-être même l'Euro avec l'équipe de France cet été. Voilà pour l'info. Excellente soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.